donc le chapitre 13. Et ce qu'on va faire, essentiellement, on va utiliser le bilan que je vous ai passé et l'état des résultats pour calculer les ratios. Okay? Dans le fond, ces chiffres-là sont les chiffres qu'on retrouve dans le chapitre. C'est juste parce que c'est pour vous permettre de me suivre au tableau, de faire le calcul à partir des états financiers pour vous habituer à aller chercher les chiffres sans que vous les ayez tout cuits dans le bec, là, déjà écrits dans le livre. Donc, on va les calculer ensemble, les ratios. Vous allez devoir aller chercher les chiffres. C'est une bonne pratique. Après ça, vous avez les feuilles pour les calculer. Donc, on va calculer chaque ratio. Vous allez marquer les chiffres qui vont avec. Et à chaque fois que vous aurez calculé un ratio, vous allez après ça venir l'indiquer pour l'année 2000X6, la valeur de ce ratio-là dans la colonne. Puis une fois qu'on aura tout fait ça, on passera à l'étape de l'analyse en toute fin de cours. Ça va? OK. Alors maintenant qu'on a notre matériel, on est prêt à partir. Alors, allons-y. Jusqu'à maintenant, on a vu comment il fallait faire pour évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement et comment aussi il fallait le financer, que ce soit par une acquisition conventionnelle ou par location, on a tout vu ça. Et quand la vanne est positive et qu'on a fait le choix du mode de financement, on embarque dans le projet. Si la vanne est positive. On embarque dans le projet et là, on continue et on avance jusqu'à N. Et c'est pas parce qu'on a dit oui au projet au début quand on a calculé la vanne que là, on va laisser aller les choses en espérant qu'on va se rendre jusqu'à N sans qu'il se passe rien. En cours de route, évidemment, le projet va soit gonfler les cash flows, soit les diminuer, et ça, il va falloir le vérifier. Et tout ce qu'on va faire, lorsqu'on va commencer à exploiter notre projet d'investissement, va nécessairement se refléter dans les états financiers. Que ce soit des états financiers mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels, ce qu'on fait dans un projet va nécessairement finir par se refléter dans les états financiers. Donc, à quelque part, on va effectuer des transactions, il va y avoir des entrées de fonds, des sorties de fonds, etc. Et on va donner ça à notre comptable. Notre comptable va prendre toutes les factures, tous les reçus et tout ça, il va comptabiliser ça, puis il va produire des états financiers. Et, ma foi, j'espère qu'on utilisera les états financiers parce que c'est certainement une de leurs utilités, c'est de les regarder pour voir si ce qu'on avait prévu se réalise tel que prévu et si ça va bien dans le projet ou si ça va mal. Donc, on va, à partir des états financiers que va nous produire notre comptable, vérifier si tout fonctionne. Si vous voulez, on va vérifier la situation financière de l'ensemble de l'entreprise, si on fait une comptabilité consolidée de tous les projets, ou on peut faire aussi une comptabilité par projet, donc on pourrait avoir des états financiers, ce qui est fort utile quand on peut le faire, une comptabilité par projet, ce qui fait qu'une entreprise étant la sommation de ses projets, après ça, il n'y a qu'à faire la sommation de toutes ces choses-là pour avoir le bilan global, mais pour suivre chacun des projets, c'est bien d'avoir une comptabilité par projet. Donc, on va regarder nos états financiers et tirer des informations. Quand je regarde ça, ça ici, c'est un tout petit état, ce sont de tout petits états financiers. Une vraie entreprise, soit dit en passant, seuls les noms ont été changés, là, mais c'est une vraie entreprise. Et les états financiers, comme vous le voyez, ne sont pas volumineux, c'est tout petit, c'est pas très gros. Mais malgré tout, malgré que ce ne soit pas un très gros rapport annuel, si vous regardez ça, c'est quand même assez difficile à interpréter juste à regarder les chiffres. On a beau savoir c'est quoi des comptes clients, c'est quoi de l'encaisse, des immobilisations. Regardez les chiffres qui sont à côté, c'est bien beau tout ça, mais comment en tirer des conclusions, comment pouvoir dire à partir d'un regard là-dessus si l'entreprise va bien ou mal? C'est assez difficile. C'est presque même infaisable. Il va donc falloir qu'on utilise une technique quelconque pour essayer de soutirer de ça des indicateurs à partir des chiffres qui sont là-dedans qui vont nous permettre de tirer des grandes conclusions sur la situation financière de l'entreprise. Ces indicateurs-là, on les appelle les ratios financiers. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans un premier temps, on va apprendre à les calculer. Vous allez voir que ça, c'est élémentaire comme calcul. On pourrait montrer à des enfants du primaire comment calculer des ratios. C'est extrêmement facile. Après ça, on va se questionner sur que signifie la réponse qu'on obtient à partir d'un ratio. Ça, c'est pas mal plus important. Et surtout, à la fin, comment prendre tous ces ratios-là, on va en calculer 12 à 14, comment prendre ces ratios-là, puis après ça, dire quelque chose d'intelligent à propos de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'un ratio? Un ratio, c'est le rapport entre deux données chiffrées. Un rapport, c'est une fraction, un chiffre sur un autre chiffre. Donc, un rapport entre deux données chiffrées, tiré des états financiers, généralement le bilan et l'état des résultats, et le résultat qu'on obtient à partir du calcul est apte à nous rendre compte de la situation financière d'une entreprise sous 4 aspects différents. Pas 4 aspects, 4 aspects. Il n'y a pas de S à 4. Donc, sous 4 aspects,
sa liquidité, sa profitabilité, sa productivité et son endettement. Donc, on va calculer des ratios pour regarder l'ensemble des aspects d'une entreprise. Et on peut prendre un exemple, si vous voulez. Ici, on a un bilan sommaire et on pourrait calculer, par exemple, à partir de ce bilan-là, qui d'un côté comprend les actifs à court terme, à long terme, les passifs et l'avoir, donc passif à court terme, passif à long terme, l'avoir, pour un total de 1000 $, ça doit toujours s'égaliser, évidemment. On pourrait calculer, par exemple, ceci. Dette totale sur l'actif total. Alors voilà un ratio qu'on peut calculer, qui est le rapport de deux données chiffrées, une donnée sur l'autre, tiré du bilan dans ce cas-ci, et la réponse que ça va me donner, ça va me permettre de porter un jugement sur un des 4 aspects que j'ai mentionnés de l'entreprise. Donc, si je prends la dette totale, c'est 100 plus 500, ça fait 600, sur l'actif total, qui est 1000. Et j'obtiens donc une réponse de 60 60 ça veut dire quoi ici? Je viens de calculer un ratio qui me donne une réponse sur quel aspect de l'entreprise? Que ce soit au niveau d'endettement, n'est-ce pas? Donc, ce ratio-là, qui en est un parmi tant d'autres, me permet de mesurer, en faisant une espèce de fraction comme ça, de la dette sur l'actif, dans quelle proportion l'actif est financé par de la dette extérieure, de la dette externe, tant à court terme qu'à long terme. Alors, dans ce cas-ci, 60 m'informerait que les actifs de la compagnie sont financés dans une proportion de 60 au moyen de la dette. Hein? Et des ratios comme ça, à partir d'un tout petit bilan qui ne comporte que 5 postes différents, on pourrait en calculer des dizaines. Okay? Je pourrais, par exemple, calculer ça sur ça, 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 ça sur ça. Je peux en calculer beaucoup, des dizaines. On va faire ça? Non. Okay? On va se limiter à tout au plus 12 ou 14 ratios et ça va être amplement suffisant pour faire le tour du jardin. Okay? Donc, on ne va pas calculer des ratios pour calculer des ratios, on va n'en calculer que quelques-uns et qui sont pertinents pour porter un jugement sur la situation financière globale de l'entreprise. Qui utilise les ratios? Eh bien, il y en a qui utilisent les ratios. Il y a les utilisateurs externes qui ne font pas partie de l'entreprise. Et ces gens-là, ce sont par exemple les analystes financiers sur le marché, les créanciers, les banques qui doivent accorder du crédit, les fournisseurs des entreprises, les étudiants qui font des études et qui doivent utiliser des compagnies. Bref, il y a plein de monde qui sont à l'extérieur de l'entreprise et qui doivent calculer des ratios à partir des états financiers pour se faire une idée de la situation financière de l'entreprise parce qu'un jour prochain, vraisemblablement, ils comptent participer, dans le fond, à l'exploitation de l'entreprise, soit en finançant, soit en faisant, en étant fournisseur ou autrement. Donc, les gens externes peuvent être intéressés et ces gens-là n'ont comme source de données uniquement que les états financiers produits par la comptabilité. Et ces états financiers-là, vous le savez, ne représentent que les soldes de fin d'exercice et les soldes globaux des comptes qui font partie de l'entreprise. Et il n'y a pas de détails vraiment dans des états financiers. Et il va falloir qu'on comprenne qu'en tant qu'utilisateur externe, on ne pourra jamais avoir tous les détails dont on aurait vraiment besoin pour se faire une idée complète sur la situation financière d'une entreprise parce que l'information qu'on nous fournit, bien qu'elle est précieuse, elle est trop globale et englobe trop de choses pour qu'on puisse être en mesure de dire de façon précise là, où sont les problèmes s'il y en a, ou où sont les qualités s'il y en a aussi. Donc, en tant qu'utilisateur externe, on utilise les ratios uniquement comme une espèce de stéthoscope. Hein, pour un médecin, il faut le voir comme ça. C'est pour une analyse superficielle. Le ratio ne va jamais servir à déterminer de façon précise les bobos, s'il y en a, dans l'entreprise. Il faut le voir comme un stéthoscope. Le médecin qui utilise un stéthoscope, il regarde quelques signes vitaux, se promène un petit peu ici et là sur le ventre, la tête, etc. Et à partir de quelques indices, qui pourraient être les ratios, va dire à la lumière de ce que j'ai senti avec et entendu avec mon stéthoscope, eh bien, il semblerait que tu aurais des problèmes au niveau du cœur, au niveau des reins. Mais jamais qu'il va vous dire de façon précise. Reste là, reste sur la table, là, je vais t'anesthésier, je vais t'opérer tout de suite parce que tu as un cancer du côlon. Hein? Avec un stéthoscope, on ne peut pas faire ça. Mais c'est la même chose quand on est un utilisateur externe.
On ne peut que passer notre stéthoscope sur l'entreprise et les ratios qu'on calcule ne sont que des ratios, des indicateurs qui peuvent laisser sous-entendre qu'il y a problème, mais en aucun cas, dans un rapport d'analyse de ratio, on va mentionner avec certitude que cette entreprise-là a ce problème-là et que pour le régler, il faut faire ceci, cela. Okay? Si vous faites ça de façon professionnelle et que vous chargez des sous à l'entreprise qui vous demande de faire une analyse par ratio ou au client qui vous demande de faire une analyse et que vous affirmez des choses et que les gens prennent des décisions sur la base de ce que vous affirmez en tant que spécialiste en analyse financière, que vous signez votre nom, eh bien, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Vous savez aujourd'hui que la poursuite est très facile, et là, je vous dis ça, c'est pas pour l'examen, mais c'est pour la vraie vie, là. Quand on fait du conseil, OK, et qu'on se prétend être professionnel et qu'on vend nos services, quand on signe un bout de papier puis qu'on a donné un conseil à quelqu'un qui était affirmatif, là, si la personne suit ce conseil-là puis qu'elle perd de l'argent ou l'entreprise, elle peut facilement se retourner contre vous puis dire « C'était toi l'expert, tu me dis de faire ça, je l'ai fait, j'ai perdu ma chemise, je te poursuis. Okay? » Alors, il est préférable, quand on est un analyste extérieur, de faire des rapports qui sont avec un langage, disons, où le doute est toujours installé. Alors, on va plutôt voir des phrases, plutôt que de lire, par exemple, il y a un problème, vous avez trop de stocks, liquidez-les. On va plutôt lire, à la lumière du ratio de rotation des stocks, il semble que les stocks seraient en quantité trop volumineuse. Peut-être faudrait-il envisager une liquidation partielle des stocks et une analyse plus poussée serait requise. Alors, vous voyez un petit peu la différence dans le ton. Hein? Ce qui fait que vous avez quand même souligné le problème. Il est probable qu'il soit là, mais vous n'avez jamais affirmé quoi que ce soit qui risquerait, dans le fond, de mettre tout le monde dans le trou. Et quand on sait ça, eh bien, c'est parfait comme ça. L'analyse par ratio a cette limite-là. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et je vois beaucoup de gens sur le marché utiliser les ratios pour prendre des décisions financières au quotidien. C'est extrêmement dangereux. Même les institutions financières qui font du crédit aux gens utilisent un certain nombre de ratios d'endettement. Et ils analysent ça de façon froide. Ils regardent, ils disent tel individu a tel ratio d'endettement, je lui prête ou je ne lui prête pas. Ils vont pas plus loin que cela. Alors ça, là, le risque est très grand de prêter à des gens qui autrement, à qui on n'aurait normalement pas dû emprunter parce qu'ils ont manipulé leurs chiffres un petit peu, et aussi de refuser des gens qui, parce qu'ils ont un ratio d'endettement un peu plus élevé que les normes habituelles, sont d'excellents payeurs et qui ont un potentiel futur énorme, on ne prêtera pas d'argent parce qu'ils ne rencontrent pas ce maudit ratio-là. Alors, il faut faire attention, il faut être dans l'interprétation plutôt floue. Ça, c'est pour les utilisateurs externes. Les utilisateurs internes, cependant, que sont les dirigeants, les propriétaires et les gestionnaires, eux, en plus des états financiers qu'ils mettent à la disposition du public parce qu'ils ont l'obligation de le faire, ont toutes les informations qui ont servi aux comptables pour monter ces états financiers-là. Alors, quand eux autres, ils marquent vente, par exemple, à l'état des résultats, ils sont au courant des ventes qu'il y a eu à chaque mois, des ventes à crédit, des ventes au comptant, etc. Donc, ils sont au courant de tout ça. Et l'analyse par ratio qu'ils vont faire, eux, peuvent être affirmatifs. Et ce sont eux, à l'intérieur de l'entreprise, qui peuvent utiliser les ratios à des fins décisionnelles. Certainement pas les gens à l'extérieur. Okay? Évidemment, vous comprendrez que les gens à l'intérieur de l'entreprise qui ont tous ces détails-là ne sont pas intéressés de les divulguer à l'extérieur. Ils ne voudraient pas que leurs compétiteurs puissent regarder leurs états financiers puis connaître en détail c'est qui font partie de leurs clients, par exemple, okay, dans les comptes clients. Ils ne veulent pas divulguer ça. Mais n'empêche qu'à l'interne, on a ces informations-là et tous les ratios qu'on va pouvoir calculer à l'interne vont être des ratios beaucoup plus exacts et beaucoup plus faciles à interpréter parce que là, on va pouvoir être en mesure de vérifier la véracité des chiffres. Ce qui est important de constater aussi, c'est que les états financiers, je ne vais pas élaborer très longtemps là-dessus, mais j'en ai parlé suffisamment souvent, sont élaborés à partir de principes comptables généralement reconnus, principes qui autorisent pour certains postes aux états financiers différents modes de comptabilisation. Je parle notamment des postes d'amortissement, comptabilisation des stocks et certains autres postes où il y a des choix comptables qui vont faire en sorte qu'un comptable ne ferait pas le même choix qu'un autre comptable et ça va avoir un impact direct et sur le solde des actifs en question et aussi sur les résultats, sur le montant du bénéfice net. Par exemple, la méthode d'amortissement que vous utilisez pour amortir les actifs va nécessairement, les immobilisations nettes dans l'actif à long terme, vont affecter le niveau des immobilisations puisque c'est immobilisation au coût moins l'amortissement accumulé. Alors, si on fait des changements de pratiques comptables ou qu'on fait des choix comptables quelconques, définitivement, ça affecte le solde. Et ça, il va falloir faire attention à ça quand on est un externe dans l'entreprise. Là, avant d'interpréter, il va falloir essayer de découvrir ce qui se passe là-dedans. Je vais y revenir, mais les ratios sont sujets, surtout pour les gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise,
Ils sont sujets à interprétation, d'abord et avant tout parce que la comptabilité permet différents choix. Et même si c'est autorisé, selon même la loi et selon les PCGR, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Okay? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui veulent faire l'analyse par ratio. Donc voilà qui utilise des ratios. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on calcule un ratio? Alors, je vous ai dit tantôt, à partir de ce simple état financier-là, on peut calculer des dizaines de ratios. Alors, on va calculer des ratios en nombre limité pour répondre à des questions. On va choisir, dans le fond, un peu comme le médecin qui passe le stéthoscope tantôt, des signes vitaux importants, puis on va mesurer que ceux-là. Puis le reste, on va essayer de le deviner par association. En mettant tous ces signes vitaux-là ensemble, on va essayer de soutirer un diagnostic probable et non pas définitif sur l'entreprise. On va calculer donc des ratios qui vont nous permettre de répondre à des questions qui nous sont posées. Pour vous donner un exemple de ce qui se passe dans la pratique, là, je vous parle pour l'avoir vécu dans un bureau de comptable important à Montréal, généralement, un rapport d'analyse typique comporte 25-30 ratios différents, okay, au minimum. Et tous largement commentés, et les rapports qui sont produits, généralement, sont de l'ordre de 25, 30, voire 40, 50 pages, dépendant de la taille de l'entreprise et du nombre d'années pour lesquelles on fait l'analyse. Alors, il faut comprendre qu'un tel rapport, là, okay, ça n'a absolument pas sa raison d'être. Produire un rapport d'analyse par ratio, quand on sait qu'un ratio, c'est un stéthoscope, ce n'est pas un scalpel, là. Produire un rapport d'analyse qui comporte 40 pages, avec des ratios souvent redondants, je vous donnerai un exemple tantôt, n'a qu'un seul objectif, dans le fond, c'est de produire un rapport qui prend beaucoup de temps à produire, parce qu'il faut écrire du texte et tout ça. 40 pages, comme on charge à l'heure, ça fait des belles factures. Mais je ne pense pas que personne qui est conseiller en affaires, en gestion ou en finance, devrait avoir comme objectif de faire uniquement de l'argent des clients qui demandent vos services parce que vous connaissez quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Okay? Ce n'est pas du tout une bonne façon de faire des affaires et c'est pas long aussi que quand vous êtes identifié sur un marché comme étant quelqu'un qui essaie de fourrer le monde de même aussi, qu'on vous tasse. Okay? Je pense plutôt que des gens comme vous qui viennent étudier, qui viennent acquérir des compétences, ont comme premier objectif et comme premier devoir éthique de rendre le service correctement aux gens et de produire un rapport pour ce qu'il doit être, une analyse par ratio, qui est limité, qui se limite à ce qui doit être fait et qui est honnête, okay? Et qui n'essaie pas de facturer. Alors, si ça donne que c'est facile de faire l'analyse par ratio d'une entreprise puis que ça commande un rapport de 7-8 pages tout au plus, puis que vous avez cerné le problème, même si la facture est de 2000 au lieu d'être 8000, c'est 2000 puis c'est comme ça que ça marche. Et c'est bien mieux comme ça, parce que, dans le fond, vous serez réputé par la suite comme étant quelqu'un qui vise correctement les problèmes, qui les identifie correctement, qui propose des solutions pertinentes et qui, surtout, facture correctement. Tout le monde a le droit à l'honnêteté et c'est une question d'éthique aussi. Ce qu'on sait pas, ce qu'on sait, les autres ne le savent pas, c'est pour ça qu'ils nous payent. Mais si on travaille, par exemple, quelqu'un qui est dans le domaine de la construction, un jour, on aura besoin de faire notre toit ou de faire une rallonge à notre maison, on aura besoin d'eux et on n'aimerait certainement pas ça qu'ils nous soumissionnent 2 fois le prix qu'ils auraient normalement soumissionné. On n'aime pas se le faire, on ne le fait pas. C'est pas pour l'examen, mais c'est pour la vraie vie. J'essaie toujours de faire le lien parce que c'est important. On n'est pas juste des étudiants. Un jour, on va facturer. Et il faut le savoir, ça. Donc, revenons à notre petit rapport où on pourrait, par exemple, sur la 3e ou la 4e page, avoir calculé ce ratio-ci, disant que l'actif est financé à 60% par dette. Et un petit peu plus loin, une dizaine de pages plus loin, on pourrait retrouver, par exemple, ce ratio-ci. Dette à court terme, plus dette à long terme, sur le passif plus l'avoir. Je n'ai pas encore mis les chiffres que je peux vous dire que la réponse c'est 60%. L'actif à court terme plus l'actif à long terme, la dette à court terme plus la dette à long terme, c'est-tu égal à la dette totale? Oui. Donc, c'est ça. Le passif plus l'avoir, êtes-vous d'accord que c'est égal à l'actif total? Puisque le bilan, ça doit s'égaliser, ça. Ce ratio-là, c'est clair qu'il va me donner 60% aussi. Pourquoi je retrouverais les 2 ratios en question dans un même rapport d'analyse? Quelle serait l'utilité de le faire sinon que de prendre l'espace puis facturer du temps? Aucune utilité, c'est ridicule de faire ça. Mieux encore, je vais vous en montrer un 3e. On peut retrouver dans un même rapport, cette fois-ci, 7-8 pages plus loin que celui-là, où on aurait, par exemple, l'avoir sur l'actif total.
Et là, je peux vous dire sans mettre les chiffres que c'est 40 %. Vous avez beau vérifier. 40 %, l'avoir, c'est 400 sur 1000, ça fait 40 %. Mais pourquoi ça fait 40 %? Bien, c'est clair que si la dette finance 60 % de l'actif total, le reste, le 40 % est financé propriétaire. Alors, donc, par simple déduction logique, je n'avais besoin de calculer qu'un seul de ces ratios-là. Celui-là, ou celui-là, ou celui-là, et je savais tout le reste. Et quelqu'un qui connaît, et qui connaît bien d'ailleurs son affaire, aussi calculer beaucoup de ratios qui sont redondants, c'est faire preuve d'une incompétence flagrante et manifeste, écrite par ailleurs, c'est encore bien pire. Vous calculez juste un ratio, puis quelqu'un que vous lui dites, vous êtes endetté à 60 % pour financer vos actifs, donc j'en déduis directement que c'est 40 % qui est l'avoir que l'avoir finance. Et c'est beaucoup plus compétent de dire ça, à mon avis. Ça reflète que vous comprenez ce qui se passe dans les états financiers que quelqu'un qui calcule 3 ratios à 10 pages d'intervalle pour être sûr que l'autre s'en aperçoive pas. Et qui sont chacun très largement commentés, là. On va commenter ça 2-3 grands paragraphes, 2-3 grands paragraphes. Là, j'en ai juste 3, mais rajoutez-en 40 autres, ou 30 autres. Vous allez voir que c'est un rapport qui est épais, là. C'est pas dur d'écrire 40 pages. C'est extrêmement facile. Donc, nous, on va calculer, vous allez le voir, là, je pense que c'est 12 ratios. Et avec ces 12 ratios-là, on va déduire tout le reste. Et on va avoir fait le tour, avec notre stéthoscope, de l'ensemble du corps du client, qui est l'entreprise, dans le fond. Et on pourra, par interrelation entre les ratios et tout ça, et avec un système appelé système du pont qu'on verra à la fin, poser un diagnostic vraisemblablement correct, okay? Mais jamais définitif, mais vraisemblablement très correct, et surtout, proposer des pistes de solutions et non pas des solutions. Alors allons-y, il y a un petit point que j'ai oublié, comment est-ce qu'on fait une analyse par ratio? Alors il y a 2 façons de faire une analyse par ratio et on devrait retrouver ces 2 façons-là dans un même rapport d'analyse. La première consiste à calculer pour une année donnée, donc disons pour l'année 2009, on va calculer nos 12 ratios, dont on va se parler tantôt. On va calculer leur valeur. Donc, disons que le premier ratio, c'est celui dont on s'est parlé tantôt, 60 % le ratio d'endettement. Et juste à côté, on va le comparer avec les compétiteurs, ou le ratio moyen des compétiteurs. Donc, mettons que le ratio moyen des compétiteurs, c'est 40 %. Et on va faire ça pour chacun des ratios. L'idée étant, lorsqu'on fait une analyse statique ou comparative, de regarder pour une année donnée quelles sont nos forces et nos faiblesses. Est-ce qu'on est par rapport à nos concurrents dans le champ ou pas dans le champ? On identifie, en se comparant, ratio par ratio, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles. Alors ça, c'est une façon de faire. Chose extrêmement importante, c'est ceci. Les ratios des compétiteurs, là, ils pleuvent pas, là, tu sais, c'est pas à quelque part, là, dans le ciel, il y a des ratios où vous regardez dans un livre puis du professeur, puis il mentionne tous les ratios, là, c'est pas ça. Okay? C'est extrêmement important de choisir une base de comparaison qui est valable. Encore une fois, pour le sacro-saint principe de pomme avec pomme, orange avec orange. Okay? Si vous êtes une petite entreprise qui exploitez un commerce, une certaine activité économique, par exemple au Québec, il faudrait vraisemblablement que les ratios des compétiteurs, les compétiteurs auxquels vous allez vous comparer, soient les compétiteurs qui font la même chose que vous et qui opèrent dans le même marché, c'est-à-dire au Québec. Et idéalement, si vous pouvez trouver un échantillon suffisant qui opère dans la même région, c'est encore mieux. Plus vous êtes proche de votre réalité, plus vous pouvez vous comparer. Plus vous allez vous éloigner de votre réalité, moins la comparaison va être valable. Et là, encore une fois, je parle de trucs qui existent en pratique. Je vois beaucoup de firmes comptables qui font de l'analyse par ratio et qui sont abonnés à des revues américaines. Parce qu'il y a beaucoup de revues américaines qui ont comme spécialité le calcul pour tous les secteurs d'activité économique. Ils prennent des échantillons sur une base anonyme. On ne connaît pas les entreprises qui en font partie, là, mais ils les classent par code d'activité économique, on appelle ça un code cycle, là. Et puis, ils les classent par taille d'actifs. Donc, les entreprises dont les actifs sont entre 0 et 1 million, mettons entre 1 million et 5, puis entre 5 et 10, etc. Puis, ils calculent pour ces entreprises-là les ratios dont on va se parler, mais plus encore. Ils en calculent un certain nombre, mais les 12 dont on va se parler se retrouvent parmi ces ratios-là. Mais les entreprises qui font partie de l'échantillon, là, de ces firmes-là, qui vendent leurs publications officielles, soit dit en passant, très cher,
C'est une bonne façon de se comparer. Quand par exemple, j'ai vu ça souvent, on a une petite entreprise, par exemple, dans le domaine du commerce de détail, ici, qui opère au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis on fait l'analyse par ratio, on calcule les ratios d'entreprise, puis là, après ça, on va chercher le comparable dans la revue américaine pour des entreprises qui font le même type de commerce de détail, dont la taille est la même en termes d'actifs. C'est foutu, ça donne absolument rien de faire ça. Parce que le contexte économique américain, c'est pas le contexte canadien ou québécois. Ils n'ont pas la même structure d'impôt là-bas. C'est pas du tout la même façon de fonctionner. L'intervention de l'État, ce n'est pas du tout la même chose qu'ici. Il y en a beaucoup moins. Bref, on n'opère pas dans le même marché. Même le niveau de revenu disponible des individus ici n'est pas le même que là-bas. Ce qui fait que, même si vous vendez la même chose, aux mêmes dates, il ne va pas arriver la même chose au niveau de vos chiffres parce qu'il y a une réalité économique qui est différente. Alors, faire ça, là, c'est aussi bien de ne pas le faire. OK? C'est comparer des pommes avec des oranges. Ça. Alors, il est préférable d'essayer de se comparer ici. Donc, on ne va pas payer des revues américaines parce que c'est des maisons prestigieuses, on s'en contrefou. C'est prestigieux aux États-Unis, c'est pas prestigieux ici. Okay? L'idéal, et il existe des sites comme ça, sur l'Internet, c'est de faire une recherche et d'aller voir, par exemple, sur les sites du gouvernement, le ministère du Commerce, etc. Ils ont des banques de données, eux. Et vous pouvez écrire aussi à des gens comme les commissaires industriels, il y a des organismes aussi économiques qui aident les entreprises pour leur demander où il serait possible de trouver de l'information financière concernant, par exemple, vos compétiteurs. Et vraisemblablement qu'ils vont vous trouver quelque chose. Okay? Souvent même gratuitement. Mais s'il faut payer quelques sous, mettons sur l'Internet, pour aller chercher les données d'information dont on a besoin pour se comparer, il faut le faire. C'est une donnée précieuse. Comment penser payer un comptable fait des états financiers puis ne jamais les utiliser pour essayer de faire de la gestion ou prendre des décisions, regarder comment ça va. Alors, il faut le faire. On calcule nos ratios, on va chercher des ratios de compétiteurs. S'il y a un coût, pour autant qu'il est abordable, évidemment, il ne faut pas se ruiner de faire ça, mais il faut le faire. Et puis, c'est à partir de ça qu'on va prendre des bonnes décisions. Autrement, on ne réussira pas. Okay? Donc, ça, c'est extrêmement important. Là, c'est en pratique certainement une limitation importante, là. La capacité d'aller chercher l'information pour fin de comparaison. C'est bien, bien important. L'autre chose qui est importante, j'y reviendrai quand même en cours de cours. Les ratios qu'on calcule ici, il y a une méthode, je dirais, théorique correcte de les calculer. Et quelquefois, les sources de comparaison qu'on utilise calculent les ratios de façon différente de celles que nous utilisons dans le volume. Okay? Bien que théoriquement, nous utilisons dans le volume les meilleures façons de calculer les ratios, si on utilise des ratios qui ont été calculés par quelqu'un d'autre pour se comparer, il faudra modifier notre calcul de ratio de la même façon que les autres le calculent. Sinon, on va encore une fois comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Même si ça porte le même nom, si ce n'est pas calculé avec les mêmes chiffres, ça ne donne absolument rien. Donc, il faut, quand on s'abonne à une source de données, une source de comparaison, vérifier de quelle façon ces gens-là vont calculer leur ratio pour ajuster notre calcul s'il y a lieu, si on ne calcule pas de la même façon. Des fois, c'est une toute petite variante. Vous allez voir, il y a 2-3 ratios, je vais le mentionner là, quand on va y arriver. C'est des petites variantes, mais c'est des petites variantes qui peuvent avoir leur importance et qui vont fausser l'analyse si on ne fait pas le correctif. Alors voilà, la première méthode de faire l'analyse, une année donnée, on se compare. L'autre façon de faire, c'est calculer les mêmes 12 ratios et de comparer, par exemple, 2000, se comparer à soi-même sur un certain nombre d'années et calculer les 12 ratios, les mettre un en dessous de l'autre, mais cette fois-ci en parallèle, et se regarder vis-à-vis soi-même à travers le temps. Et la raison qu'on va faire ça, c'est pour vérifier si à travers les années, par exemple, le ratio d'endettement a eu tendance à augmenter, à diminuer, etc. On veut voir si on a eu tendance à s'améliorer de façon générale ou à se détériorer. Donc, par exemple, la première année, le ratio d'endettement aurait pu être de 50%, ensuite de ça baisser à 45%, monter à 62%, etc. Puis on pourrait en avoir jusqu'à 10 ans facilement. Ça dépend de vos besoins et surtout de l'historique de votre entreprise. Donc, on fait une analyse évolutive et on regarde dans le temps ce qui s'est passé. Ça, c'est très bien aussi. Et comme je vous dis, on doit retrouver dans un même rapport d'analyse les deux choses. Une analyse pour l'année courante, qui dit voici l'état de la situation aujourd'hui par rapport à ce qui se fait chez nos concurrents, puis voici par rapport à nous-mêmes l'évolution dans le temps que nous avons subie depuis notre existence ou depuis les 5 dernières années. Ça ici, je vais apporter ici quelques commentaires pour la pratique et non pas pour l'examen. Dans la pratique, la plupart du temps, on se ramasse avec un tableau comme ça qui comporte, encore une fois, une trentaine de ratios échelonnés sur 5 ans ou 10 ans.
Imaginez-vous que vous avez un tableau où il y a 30 ratios, puis il y a 10 ans. Ça fait 300 données, une à côté de l'autre, puis une en dessous de l'autre, empilées. Alors, je vous le dis, ça, là, c'est inutile de faire ça parce que, puis toutes les études le démontrent, le cerveau humain, au-delà d'une matrice de 4 par 4, là, devient à peu près incapable d'interpréter rapidement les chiffres qui sont là et on a besoin d'utiliser des techniques d'analyse de données pour pouvoir soutirer des commentaires à partir des chiffres qui sont indiqués là. Donc, le cerveau humain a quand même ses limites. Face à des tableaux comme ça, il n'est pas capable de réagir rapidement. Okay? Imaginez-vous devant un tableau de 30 par 10, où il y a 300 données, et alors que tantôt, on pourrait avoir un petit tableau de 4 par 4, puis on est déjà tout mêlé. Alors, je vais vous le montrer tantôt quand on va arriver à la fin. Ça, c'est pas un gros tableau, là. Puis je vais vous demander en 30 secondes de me donner votre opinion sur l'entreprise, puis je pense que pas beaucoup de monde va être capable de le faire. Alors que, lorsqu'on va organiser nos données, lorsqu'on va utiliser le visuel, le cerveau est parfaitement équipé et il est directement et très correctement. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va dire, regardez, voici le ratio d'endettement, l'année 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ici, ça va être les valeurs en pourcentage. Puis là, on va dire, il était là, il était là, il était là, il était là. Puis là, on va mettre les points, puis on va montrer le graphique. Pourquoi mettre une colonne de chiffres? Tu sais, là, un ramassis de chiffres, c'est plus facile de montrer, de dire, regarde, l'endettement a fonctionné en dents de scie, des fois c'était haut, c'était bas, mais la tendance générale, et c'est ce qu'on veut savoir, c'est l'augmentation de l'endettement dans l'entreprise depuis les 5 dernières années. Et c'est ça qui est important de dire. C'est pas comme on serait normalement porté à le faire et comme on le fait dans les rapports d'analyse. Prenons le premier ratio. À l'année 2000, il était 50 %. L'année suivante, il est passé à 45, donc une diminution de 5 %. Ceci est peut-être dû à ci, cela, 2, 3 paragraphes, là. L'année suivante, il est remonté, à 62 %. Ensuite, il rebaisse, il remonte, c'est sûr, là. Bon. Mais quand tu as fini de lire ça pour les 10 ans, tu es rendu 5 pages plus loin, puis là, tu dis, juste pour le ratio d'endettement, là, ça a-tu bien été? Ben, ça a mal été. Ce qui se passe, là. Là, le lecteur, il va dire, ben, moi, de la lumière de ce que j'ai lu, là, des fois, ça allait bien, des fois, ça allait mal. Je ne peux pas te dire, en général, là, tirer une conclusion. Si tu arrives puis tu y fais ça, puis tu dis, regarde, c'est ça ton ratio, n'importe quel cadre va dire, c'est vrai, c'est en dents de scie, mais ça monte, hein? C'est ça qui est important de savoir. L'endettement a tendance à s'accroître avec les années. C'est ça la raison de l'analyse. Alors, on utilise l'image, s'il vous plaît. Ça raccourcit le rapport, facilite l'interprétation pour tout le monde, peut-être diminue un peu la facture, mais assure des mandats futurs aussi. Parce que l'individu va vous trouver intelligent. Alors, voilà pour les deux façons de faire une analyse par ratio. Et là, on va les calculer et on va voir en pratique comment on en fait une vraie. Donc, on va y aller d'abord avec les calculs des ratios. Ayez en main votre petit bilan et l'état des résultats. Ayez proche de vous aussi la première feuille pour indiquer, si vous voulez, je ne vais pas vous forcer, la feuille de travail pour indiquer les chiffres qu'on va prendre pour calculer les ratios. Également, la petite feuille, à chaque fois qu'on aura calculé un ratio, pour la retranscrire pour avoir un tableau complet, puis après ça, on va tirer notre analyse ensemble. D'abord, on a vu que les ratios servaient à calculer 4 choses. La première, c'est le niveau de liquidité de l'entreprise. Donc, on va regarder les ratios de liquidité. Le premier ratio qu'on va voir, c'est le ratio du fonds de roulement. Il se calcule de la façon suivante, actif à court terme sur le passif à court terme. On va le calculer, puis après ça, on va commenter un petit peu le ratio. L'actif à court terme. Dans certains états financiers, ça c'est une autre réalité de la vie, si vous en faites une vraie, vous allez voir que c'est un vrai problème aussi. La profession comptable n'a pas cru bon encore en 2009 de standardiser la présentation des états financiers et l'appellation des comptes. Par exemple, le compte ici qui s'appelle compte client, dans un autre état financier d'une autre entreprise, ça va s'appeler débiteur. Dans une autre entreprise, ça va s'appeler recevable. Dans un autre, compte à recevoir. On ne retrouve jamais les mêmes noms d'une entreprise à l'autre lorsqu'on utilise les états financiers qu'on veut faire des comparaisons. Ça, c'est une première réalité. Et vous allez voir que d'en faire une vraie dans la vraie vie, ça devient ce petit truc-là extrêmement agaçant. Et quand on sait que l'utilité première des états financiers, la raison d'être de la profession comptable, c'est de produire de l'information à travers les états financiers qui permettent aux décideurs de prendre les meilleures décisions possibles pour protéger le public. C'est ça le rôle d'une profession. Si on ne produit pas des rapports qui facilitent la tâche aux gens qui utilisent cette information-là, on ne rencontre pas l'objectif de la profession.
C'est aussi simple que ça. Et j'espère que la profession comptable va comprendre ça. Là. On est en 2009. De travailler là-dessus pour que les gens puissent utiliser l'information correctement. Donc, dans certains autres états financiers aussi, on fait des sous-totaux. On va marquer actif à court terme, on va lister les éléments de l'actif à court terme, après ça, on va marquer total de l'actif à court terme. Ensuite, on va lister les éléments de l'actif à long terme, on va marquer total de l'actif à long terme, puis après ça, on va marquer total de l'actif à court terme plus long terme égal. Dans certains autres états financiers, ce qui est le cas ici, on ne prend même pas la peine de faire ça. On les liste et on dit, tu décideras toi-même si c'est du court terme ou du long terme, Chris. Puis là, on les présente un après l'autre, puis il faut les choisir, ce qui est le cas ici. Okay? Donc, grande leçon pour nos amis les comptables, que je respecte beaucoup par ailleurs. Travaillez donc correctement. C'est quand même pas si difficile de dire tout ce qui concerne l'encaisse, on appelle ça encaisse. Les comptes, ce qu'on appelait compte client, compte recevable, on va convenir ensemble, tout le monde, et même au niveau international, avec la mondialisation, ce serait important de le faire, on va appeler ça des comptes à recevoir, mettons. On convient ça, puis c'est fini, on n'en parle plus. Tout le monde va utiliser ça, c'est quand on va pouvoir faire une analyse, on va devoir faire une analyse, on va savoir que c'est ça. C'est quand même pas si compliqué que ça. Bon. OK. Alors, ici, pour l'année 2000X6, on va calculer le ratio du fonds de roulement. Actif à court terme, c'est l'encaisse, donc 36 260, plus les comptes clients, 795 500, plus les stocks, 1 227 660. Les immobilisations font partie de l'actif à long terme, donc on arrête là, au numérateur. Au dénominateur, le passif à court terme, c'est 632 700, la dette bancaire, et les comptes fournisseurs, 765 772. Le reste appartient au long terme. Donc, si je fais un sur l'autre, je ne vais pas vous laisser le temps de faire le calcul, je vous donne la réponse tout de suite, c'est 1,47 fois, vous vérifierez les calculs chez vous. Et une fois que vous aurez inscrit votre 1,47, n'oubliez pas d'aller le mettre dans le tableau de l'avant-dernière page, je crois. Donc, 1,47 fois. 1,47 fois. Maintenant, on a un chiffre, l'interpréter. Okay? Ça veut dire quoi, ça, la réponse 1,47? Le ratio sert à répondre à quelle question? Parce qu'on a vu tantôt qu'un ratio, on le calcule pour répondre à une question. Alors, ce ratio-là répond à la question suivante. Si demain matin, les créanciers à court terme, qui dans ce cas-ci sont la dette bancaire et les comptes fournisseurs, tiraient la plug, exigeaient un remboursement immédiat, est-ce que je serai en mesure, à partir de mon actif à court terme, de les rembourser? Hein? C'est la question que je me pose. Donc, si j'ai un ratio qui est égal à 1,47 fois, ça veut dire que l'actif à court terme est 1,47 fois plus gros que le passif à court terme. Essentiellement, ça veut dire, vous avez beau tirer la plug, vous, messieurs, les fournisseurs et la banque, je serai toujours en mesure de vous payer à partir de l'encaisse, des comptes à recevoir et des stocks. Je n'aurai qu'à liquider une partie de mes actifs à court terme et vous serez payé. Puis il m'en restera encore. Donc, c'est ce à quoi sert le calcul du ratio de fonds de roulement. Maintenant, un ratio comme tel, lorsqu'on le regarde tout seul comme ça, 1,47, on ne peut jamais l'interpréter ou dire si c'est bon ou si c'est mauvais, juste à le regarder. Parce qu'il n'existe pas de norme universelle pour un ratio quelconque. Que ce soit le ratio de fonds de roulement, un ratio d'endettement, il n'existe pas de norme universelle idéale, là, de valeur idéale, ça n'existe pas. Un ratio prend toute sa signification à partir du moment où on le compare à nos compétiteurs. Okay? Compétiteurs qui sont sur le même marché que nous, et là, il prend toute sa signification et on peut l'interpréter. Si je vous dis, par exemple, que le ratio des compétiteurs est à 1,75, vous pouvez dire que votre ratio, bien qu'il semble sécuritaire et qu'il soit au-dessus de 1, c'est à court terme à partir de vos actifs, vous êtes encore en deçà de vos compétiteurs. Et il y aura probablement amélioration dans ce cas porté. Votre ratio de fonds de roulement n'est pas encore assez élevé. Okay? Donc, un ratio comme tel ne veut rien dire. Quand on le compare à du comparable, là, on peut commencer à penser, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais, mon ratio? Et ce n'est que ça qui va décider de la valeur d'un ratio, la compétition. Le marché fait loi. Okay? Autre chose qu'il faut éviter de faire, et peut-être vous avez déjà lu ce genre d'article-là, il y a beaucoup de supposés gourous là, qui écrivent des articles dans les quotidiens à caractère financier ou dans des périodiques à la semaine qui ont un sujet, les affaires ou gestion, etc., là, et qui écrivent des articles de supposée vulgarisation pour aider les entreprises dans leur gestion et qui mentionnent des trucs aussi aberrants que celui-ci, que j'ai déjà lu.
toutes les entreprises, quand ils font une analyse par ratio, là, devraient calculer un ratio de fonds de roulement. Et dans tous les cas, quelle que soit la nature des activités que vous exercez, le ratio doit être égal au moins à 1,25, c'est un seuil minimal. Ça, là, il y a rien, ça, c'est parfaitement stupide de faire ça. C'est complètement niaiseux. C'est pas vrai, ça. Parce qu'il y a des secteurs d'activité où les ratios de fonds de roulement, il est la norme. Il faut viser à avoir des ratios plus petits qu'1. Ça veut dire quoi avoir un ratio de fonds de roulement plus petit qu'1, ça? Hein? Si vous regardez un bilan, là, comme ceci, avec un œil financier, pas de chiffre, là, juste visuellement, quand votre ratio de fonds de roulement, là, ça c'est l'actif à court terme, puis ça c'est le passif plus l'avoir, là. L'actif à court terme est là, puis le passif à court terme est là. Quand vous avez un ratio de fonds de roulement plus grand qu'1, c'est que votre actif à court terme est plus grand que votre passif à court terme, c'est ça? Mais quand vous avez un ratio qui est plus petit qu'1, vous avez quelque chose comme ceci, puis le passif à court terme est plus grand que l'actif à court terme, que l'actif à court terme. Ça veut dire que si eux autres, par exemple, exigeaient paiement demain, vous pourriez liquider ça, mais il vous resterait tout ça à payer. Alors ça ici, c'est quoi? Ça, c'est des actifs à long terme, c'est des immobilisations. Quand un actif est plus petit qu'1, ça veut dire que sur papier, là, théoriquement, vous êtes techniquement en situation de faillite, puisque vous devriez peut-être vendre votre bâtisse qui vaut 2 500 000 pour payer une facture de 100 $ à votre fournisseur de bière. Hein? C'est pour ça qu'on dit que les entreprises, les petites entreprises, là, dont le ratio de fonds de roulement est plus petit qu'1, c'est dangereux, sont techniquement en situation de faillite. Là. C'est parce qu'ils seraient obligés de vendre des actifs à long terme pour payer leurs créanciers s'ils exigeaient remboursement. C'est vrai dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Je vais vous donner un cas, cette fois-ci, où il est souhaitable d'avoir un ratio de fonds de roulement plus petit qu'1, et vous allez voir que tout ce que notre individu a écrit, qu'il faut avoir un ratio de 1,25, il est complètement dans le champ. Visiblement, il n'a jamais travaillé, là. Et c'est un cas vécu, hein, en plus. Alors, voici le bilan, disons, d'une entreprise dans le commerce de détail de l'alimentation. Je nommerai pas de nom, mais ça pourrait être une entreprise comme Loblaw, Métro, ce genre de choses-là. Alors, imaginons que dans les actifs à court terme, il n'y ait que des bananes, des stocks. Il n'y a que des bananes, c'est juste pour les fins de la démonstration. Donc, dans les stocks, il y a des bananes, il y a aussi des tomates puis des poires, mais prenons juste les bananes. Il y a des bananes, donc mettons qu'il faut, dans le bilan, il est inscrit, l'acheteur de la compagnie là, va acheter des bananes à quelque part dans une république de bananes, il en achète pour $1 million. Alors, il se rend en république, lui ou un courtier à sa place, ils vont là-bas, ils parlent le producteur, puis ils disent, on achète ton lot ici pour $1 million. Alors, ils vont inscrire au bilan, au coût, les bananes, $1 million. Ils vont être inscrits dans l'actif à court terme, c'est les stocks. Ça. Maintenant, le fournisseur qui est en République dominicaine, lui, ça, c'est un compte à payer, ça. Hein? Alors, ils vont avoir un compte à payer, évidemment, d'1 million. Ça, c'est ce qui va apparaître au bilan, au moment où la transaction va être faite, là, au coût d'acquisition. Mais, là, l'acheteur de Loblaw, il va dire au producteur, ben regarde, là, les bananes, on va te les acheter à une condition. On te les paye dans 120 jours. En un seul versement, mais dans 120 jours. On ne te les paye pas tout de suite, pas dans 30 jours, pas dans 60, dans 120. C'est ça où tu ne vends pas de... C'est aussi simple que ça. Évidemment que l'individu là-bas est en position de faiblesse. C'est son gagne-pain, il fait vivre sa famille, sa grand-mère, son arrière-grand-mère là-dessus. C'est comme ça que ça marche, les pays pauvres. Alors, il vend les bananes, puis il accepte d'être payé dans 120 jours, puis il ronge son mal. Hein, il prend son mal en patience. Puis là, ben, l'entreprise prend les bananes, puis elle les met dans son bilan. Vous conviendrez avec moi qu'une fois qu'ils sont dans les étagères, après 7 jours, il faut que ça soit liquidé. Ça, sinon, vous vendez de la boîte à cochon, là, tu sais. Alors, les bananes vont être transformées en cash dans une période de 3-4 jours. Il va y avoir 1 million de bananes qui vont être transformées en cash, qui va valoir un peu plus qu'1 million, puisqu'on a pris Ce cash-là, l'entreprise, elle n'a pas besoin avant 120 jours, là. Elle ne va pas laisser dormir ça là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que c'est que Stenberg à l'époque a fait quand ils ont parti le Price Club qui est aujourd'hui Costco. Ils ont fait ça pour les bananes, pour les oranges, puis pour d'autres choses. Ils ont tout transformé ça en cash, ils les ont vendu rapidement parce que c'est des produits périssables. Ils ont pris le cash et ont acheté des immeubles. Ils ont fondé le Price sans aller faire un emprunt hypothécaire, rien, à partir du cash qu'ils ont dégagé des bananes sur le dos des fournisseurs de République dominicaine. C'est comme un prêt sans intérêt, ça. Ils ont investi, ils ont fait construire la bâtisse, puis ils roulent toujours comme ça. Mais quand vous regardez le bilan, une fois que les bananes puis le cash ont été transformés en immeubles, les actifs à court terme ici sont en tout petit nombre. Là. Les actifs à court terme, il y en a peut-être pour, mettons, 200 000, disons.
Les comptes à payer, il y en a peut-être pour 2 millions. Quand vous faites le ratio de fonds de roulement, il est négatif, il est plus petit qu'un, c'est sûr. Est-ce que c'est mauvais? Ben non. Dans le secteur d'activité, c'est la norme. Quand vous êtes un quasi-monopole ou que vous êtes très peu de gros joueurs dans un marché, vous devez agir comme ça, c'est la norme. Vous faites chanter vos fournisseurs, vous leur dites, on va te payer tard, puis on va transformer ça en cash rapidement, nous autres, puis on va l'utiliser pour se financer sans intérêt. Puis c'est les règles du jeu. Si vous ne faites pas ça, vous êtes, par exemple, la compagnie Loblaw, votre ratio de fonds de roulement est à 1,9. Ça a l'air peut-être bien sécuritaire, mais vous êtes complètement hors norme par rapport à la gestion du secteur d'activité dans lequel vous opérez. Vous n'êtes pas correct, là. Vous ne fonctionnez pas correctement. Et vous risquez de devoir aller emprunter pour faire construire vos immeubles, ce que ne font pas les autres. Et là, quand vous allez comparer vos ratios dans nettement plus élevés que les autres, bref, vous êtes dans le champ. Alors que dans ce cas-ci, le ratio de fonds de roulement plus petit qu'un, c'est tout à fait normal. Et voici l'erreur classique que les gens font maintenant. Le petit dépanneur du coin, évidemment, lui, il vend aussi des bananes et des tomates. Mais c'est pas Loblaw, c'est pas Provision, c'est le petit dépanneur du coin. Alors lui, il fait son analyse par ratio, il reçoit ses états financiers à la fin de l'année, puis là, il donne ça à son comptable ou son analyste financier, selon le cas, puis il calcule les ratios, puis là, comme source de comparaison, ils vont prendre les grandes entreprises d'alimentation au détail au Québec. Correct, c'est au Québec, hein? L'alimentation au détail. Alors là, il se compare à Provigo, Loblaw, Stanford, puis là, il calcule son ratio de fonds de roulement. Puis son ratio de fonds de roulement, ben, il est à 1,01, puis le ratio de fonds de roulement du secteur en moyenne, disons, qui est à 0,9, et qui est plus petit qu'un, il se dit, je suis pas si mal que ça, je suis dans le target. Ben là, il est dans le champ. Il est dans le champ parce que là, il se compare exactement à quelque chose qui n'est pas comparable, à une entreprise qui est un monopole par rapport à ses fournisseurs, alors que lui, dans sa situation, c'est lui qui est en merde par rapport à ses fournisseurs. Le fournisseur de bière, par exemple, là, chez le petit dépanneur du coin, c'est lui qui est en position de force et qui peut dire au dépanneur, tu mets la bière que je te vends sur le premier étage de ton étagère, à la vue des clients, et puis tu me payes au plus tard dans 20 jours ou tu me payes dans 15 jours. C'est lui qui est en position de force. Quand on est dans une entreprise où les fournisseurs, c'est eux qui ont l'emprise sur nous, eh bien, notre ratio de fonds de roulement, il faut qu'il soit très élevé. Parce que les autres, ils peuvent vraiment tirer la plug, ils sont en position de le faire. Et là, tu ne seras pas en mesure de les payer si ton ratio de fonds de roulement est trop petit. Mais si tu es en position monopolistique par rapport à tes fournisseurs, ben c'est toi qui es fait attendre. Hein? C'est les règles du jeu, oui, c'est ça les affaires. Alors tu dis, moi, je suis gros, je suis fort. Si tu n'attends pas, ben tu vas tout simplement pas vendre. Et c'est comme Alcan qui dirait à ses fournisseurs en période de récession, ce qu'elle fait probablement à un atelier de soudure ou qui font du contrat pour Alcan. Eh ben, avant, c'est vrai que je te payais net 30 jours, maintenant, ça va être net 60. Tu apprends à doigt laisser. Si vous êtes le soudeur en question, vous attendez 60 jours, hein, ben c'est ça. Alors, arriver puis dire qu'il y a des normes universelles, puis écrire des choses atroces comme j'ai lu, là, qu'il y a un ratio universel pour tout le monde, c'est pas vrai ça. C'est la compétition qui fait loi, il faut toujours se comparer à du comparable. Alors voilà pour le petit exemple, pas pour tous les autres ratios le faire, mais je voulais le faire dans ce cas-ci pour vous montrer les dangers de faire une analyse par ratio incorrectement, de ne pas se poser les bonnes questions, puis de tirer des conclusions trop hâtives. L'autre ratio qui calcule le niveau de liquidité, c'est le ratio de liquidité immédiate, qui se calcule actif à court terme moins les stocks sur le passif à court terme. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup plus à l'autre, sauf que ici, on enlève de l'actif à court terme les stocks. Au fond, ce qu'on veut savoir, c'est si demain matin, mes créanciers à court terme exigeaient remboursement, pourrais-je les rembourser sans toucher à mes stocks? Juste à partir de l'encaisse et des comptes à recevoir, dans ce cas-ci. Alors, si vous calculez le ratio ici, c'est l'encaisse, 36 260, plus les comptes clients, 795 500, on arrête là. Sur le passif à court terme, 632 700, plus les comptes fournisseurs, 765 772, et on obtient un ratio de 0,59. Donc, cette fois-ci, qui est plus petit que 1. Mais encore une fois, faites attention, il ne faut pas tirer de conclusion. Et là, on fait juste les calculer. On ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Il faudra vérifier tantôt dans notre analyse si les concurrents font comme nous. Mais après ma barre, on peut dire, très certainement, sans tirer de conclusion, que l'entreprise ne pourrait pas uniquement à partir de son encaisse et de ses comptes clients rembourser ses dettes à court terme. Elle sera obligée de toucher à ses stocks, ça c'est certain. Et pour certaines entreprises, elle est obligée de faire une liquidation de stocks quand les stocks sont très importants là, en termes de coûts. Là,
ça peut être quelque chose de dangereux. Ça peut affecter beaucoup sa liquidité. Okay? Alors, ce n'est pas toujours souhaitable. Mais on verra tantôt dans l'interprétation. Voilà pour les ratios de liquidité. 2 suffisent. On arrête là. On passe à notre stéthoscope ailleurs. Et là, on va du côté de la profitabilité. Donc, de façon générale, les ratios de profitabilité servent à mesurer jusqu'à quel point l'exploitation de l'entreprise est rentable. Est-ce que... Et ces ratios-là, essentiellement, sont calculés à partir de l'état des résultats. Okay? Alors que les ratios précédents étaient calculés à partir du bilan. Donc, profitabilité, le premier ratio que vous avez dans votre liste là, de travail, votre feuille de travail, c'est le ratio de marge nette. Et il se calcule de la façon suivante, le bénéfice net sur les ventes. Alors, si je regarde dans mon état des résultats, le bénéfice net, c'est 68 763 sur des ventes de 7 539 675 pour un ratio de 0,91 %, donc même pas 1 % de marge nette. On pourrait marquer aussi 0,91 cents, même pas une cent, et traiter de la façon suivante. Pour chaque dollar de vente, une fois que j'ai payé tout le monde, donc les dépenses d'exploitation, les frais financiers et l'impôt, il ne me reste même pas une scène. Pour chaque dollar de vente, j'ai tellement de dépenses et de frais à payer qu'au bout du compte, au net, il ne me reste même pas une scène. Ou, exprimé en pourcentage, je fais moins de 1 % de bénéficiaire net au net, après avoir fait bon. Est-ce que c'est bon ou mauvais? C'est difficile à dire. Ah non. Alors, je vous ai dit qu'on se limitait à l'interprétation, je veux dire au calcul. L'interprétation, on la fera tantôt. Mais je peux vous dire, à prime abord, que plus un secteur d'activité économique est facile d'entrer pour les participants, plus les marges sont faibles. Okay? Si, par exemple, on prend encore une fois l'alimentation au détail, c'est facile d'entrer là-dedans. Quiconque a un petit peu de sous peut entrer dans ce marché-là, puis établir un commerce de vente au détail, vendre des fruits, des légumes, des cacanes, etc., de la bière. C'est relativement facile d'entrer. Et plus il y a de participants à une activité économique, plus ils sont de personnes à se partager le gâteau, plus les marges sont petites. Hein? Et ça, on peut comprendre ça. Par contre, si vous opérez dans un secteur où l'entrée est difficile, ne serait-ce qu'à cause des coûts, ou parce qu'il y a des limitations, des barrières à l'entrée, si par exemple vous fabriquez des avions, comme vous appelez bombardiers, alors là, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui rentrent là-dedans. C'est pas eux qui va demain matin à s'installer sur le coin d'une rue et dire à partir de demain, je fabrique des Boeing 747. Moins il y a de participants possibles, potentiels à un marché, plus les marges bénéficiaires sont élevées. Parce qu'ils sont moins de gens à se partager le gâteau. C'est aussi simple que ça. Mais il y a toujours un prix à tout. Plus la marge est élevée, plus l'investissement est important. C'est pour ça que c'est difficile d'y entrer. Ensuite, l'autre ratio. Regardez ce qu'on fait essentiellement là, actuellement. On regarde l'état des résultats, puis on va le regarder à tous les niveaux. Donc, vous avez les ventes, vous avez moins le coût des marchandises vendues, ça vous donne votre brut. Vous avez ensuite la liste des dépenses d'exploitation, vous avez les frais financiers, l'amortissement, puis après ça, vous avez le bénéfice imposable, vous enlevez l'impôt, puis il vous reste le bénéfice net. Ce que nous avons calculé ici, là, nous avons regardé au net dans l'état des résultats ce qui nous reste, après avoir payé tout ce beau monde-là. Maintenant, on va passer notre stéthoscope un petit peu partout, on va remonter un peu en haut, on va regarder s'il n'y aurait pas un problème ici, potentiellement, s'il n'y aurait pas un là aussi, potentiellement, puis s'il n'y aurait pas un là aussi. Alors, c'est ce qu'on fait. On calcule un certain nombre de ratios, donc le ratio de la marge brute, qui sert à regarder notre état des résultats au niveau de la production. Est-ce que ça coûte cher produire ou fabriquer les produits qu'on vend? Alors, on va calculer le ratio de marge brute qui va se calculer profit brut sur les ventes. Dans certains états financiers, le vocable profit brut n'est pas là, le sous-total n'est pas là. Alors, on prendra le calcul suivant, vente moins le coût des marchandises vendues sur les ventes, puisque vente moins le coût des marchandises vendues, ça me donne le profit brut. C'est la même chose. Quand on l'a déjà, pas besoin de le calculer. S'il n'est pas déjà indiqué à l'état des résultats, on le calcule. Comprenez? Alors, si je regarde en 2006, le bénéfice brut, il est déjà indiqué. Là, okay? Donc, on a fait les ventes, 7 539 675, moins 6 255 405, et on a déjà indiqué le solde de ces deux-là,
c'est 1 284 270. Donc, on peut prendre ce chiffre-là directement, mais s'il n'était pas indiqué, le montant du bénéfice, on prendrait 7 539 715 moins 6 255 405. Ça va? Tout ça sur les ventes, donc sur 7 539 675. Et on a une marge brute de 17,03 %. Donc ici, au brut, c'est 17,03 %. Donc les ventes, dans le fond, c'est 100 % de mon chiffre d'affaires. Hein? Puis après ça, le bénéfice brut, c'est 17 %. Ça veut dire que ce ratio-là, il répond à la question suivante. Pour chaque dollar de vente, combien me reste-t-il de sous pour payer les dépenses d'exploitation une fois que j'ai payé les coûts de fabrication? Hein? C'est ici, là, entre ça et le bénéfice brut, il y a tout le coût des marchandises vendues qui calcule combien ça coûte vendre les produits que je vends. Les mettre sur les étagères, là, ça me coûte combien? Donc, on peut déduire ici, là, on peut y aller par déduction logique. Si les ventes étaient 100 % puis qu'après avoir payé les coûts de fabrication, il me reste 17 cents ou 17 % de mon chiffre d'affaires, on comprendra essentiellement que, grosso modo, ça coûte 83 % de mon chiffre d'affaires produire ce que c'est que je vends. Hein? On s'entend pour dire ça? Alors, on vient, en calculant un seul ratio, de pouvoir déduire le coût des marchandises vendues exprimé en pourcentage, 83 %. Encore une fois, on ne porte pas d'interprétation tout de suite là-dessus, on va attendre tout à l'heure. Ensuite, on va continuer de descendre et là, on va regarder au niveau de dépenses d'exploitation. Est-ce qu'il y aurait là aussi lieu de corriger la situation? Alors, on va calculer le ratio dépenses d'exploitation sur vente, je ne sais pas comment je l'ai appelé, là, DESV. C'est ça. Dépenses d'exploitation sur vente. Alors, c'est pas compliqué. On prend le total des dépenses d'exploitation. Le nom du ratio dit comment on calcule, dépenses d'exploitation sur vente. Alors, on va prendre notre état des résultats. Et puis, on regarde les dépenses d'exploitation. Alors, donc, le bénéfice brut, c'est déjà calculé, on descend. Salaire, c'est une dépense d'exploitation, 496,022, on va le prendre. Publicité et promotion, c'est une dépense aussi d'exploitation, 149 850, on la prend. Frais administratifs, c'est également une dépense d'exploitation, 244,35. L'amortissement comptable et les frais financiers, on ne les prend pas comme dépenses d'exploitation. On va expliquer pourquoi tantôt, mais on ne les prend pas. Donc, on a nos dépenses d'exploitation. Sur les ventes, 7 539 675 et on va obtenir 11,76 %. Donc, l'ensemble des dépenses ici coûte 11,76 % du chiffre d'affaires. Donc, pour payer les salaires, les frais de bureau et tout ça, frais administratifs, publicité, promotion, je dois consacrer 11,76 % de mon chiffre d'affaires, ou pour chaque dollar de vente, je dois verser 11,76 cents pour défrayer les coûts des dépenses d'exploitation. Et si je regarde ça, là, par simple déduction aussi, il me restait 17 cents après avoir payé les marchandises que je fabrique. Ça me coûte grosso modo 12 cents. Si on arrondit, ça me coûte 12 cents en frais d'exploitation. Ça veut dire que pour payer les frais financiers, l'impôt qui reste, il va me rester grosso modo 5 cents. Hein? C'est à peu près ça. Et je sais que ma marge nette, c'est même pas une scène, mais marquons une scène, là, c'est 1 %. Donc, entre les deux, là, ça va coûter 4 %. Hein? C'est pas beaucoup de choix, là. Hein? Parce que tout ça, c'est mathématique. Donc là, on a regardé des dépenses d'exploitation. Alors, je vais vous parler des frais financiers de l'amortissement comptable. Pourquoi est-ce qu'on les utilise pas? Parce que ces deux postes-là, et l'amortissement comptable et les frais financiers, dépendent de la façon dont les actifs ont été financés. D'abord, les frais financiers, évidemment, si vous avez financé vos actifs par une dette, il va y avoir un intérêt et le montant de l'intérêt est déductible aux fins fiscales, donc il embarque dans ce calcul-là. Les frais financiers sont relatifs à la façon dont vous avez financé vos actifs. Si vous avez acheté vos actifs plutôt que loué vos actifs, vous allez avoir une dépense d'amortissement comptable, puisque si vous les avez achetés, dans votre bilan, ils vont être listés dans vos immobilisations et vous allez devoir les amortir. Et il y aura une poste de dépense qui s'appellera amortissement. Okay? Mais cet amortissement-là va dépendre du fait que vous avez acheté vos actifs vous les avez achetés plutôt que de les louer. Si vous aviez loué votre actif, vous n'auriez ni d'actifs indiqués au bilan, ni de dépenses d'intérêt, vous auriez une dépense de loyer, okay, qui serait indiquée. Alors, pour éviter, à des fins de comparaison, l'impact de la structure de financement des entreprises, qui est différente d'une entreprise à l'autre, on fait toujours notre analyse
en éliminant ces frais-là. On ne va pas les considérer. Donc, on va regarder les dépenses d'exploitation de l'entreprise sans tenir compte des frais de financement de l'entreprise, parce que toutes les entreprises ne sont pas financées de la même façon. Alors, pour éviter cette chose-là qui viendrait modifier mes chiffres et rendre la comparaison difficile, parce que certains auraient des dépenses plus élevées uniquement parce qu'ils ont plus d'intérêt à payer que d'autres, puis c'est pas nécessairement, pour les fins de comparaison, utile de savoir ça. Donc, on élimine l'impact de la structure de financement sur le chiffre d'affaires en ne considérant pas dans les dépenses d'exploitation et les frais financiers et l'amortissement comptable. Ça va? Une fois qu'on a calculé ce ratio-là et qu'on l'a comparé peut-être à nos concurrents qui, eux, par exemple, avaient un ratio, au lieu d'être 11,76, mettons que c'était 8 on s'aperçoit que les dépenses d'exploitation ils coûtent beaucoup plus cher chez nous qu'ailleurs, que chez nos concurrents. Alors là, ce qu'on va faire, on va, même si ce n'est pas mentionné, là, on va prendre dépense par dépense. Dans ce cas-ci, par exemple, il y avait une dépense de salaire. On va faire salaire sur vente. L'autre dépense, c'était les frais d'administration. On va faire ça sur les ventes, puis on va les faire une par rapport aux ventes, puis on va essayer d'identifier la ou les dépenses qui sont responsables du fait que les dépenses d'exploitation au total sont plus élevées chez nous que chez mes compétiteurs. Vous voyez? Alors ici, par exemple, dans mes dépenses d'exploitation, j'ai salaire, publicité, promotion, frais administratifs. Faisons l'hypothèse que mes dépenses sont 4-5 plus élevées qu'ailleurs. Alors, ce que je vais faire, je vais arriver puis je vais dire, mais laquelle de ces trois dépenses-là est responsable du fait que mes dépenses sont plus élevées? Alors, je vais faire salaire sur vente, puis je vais comparer avec mes compétiteurs. Puis je vais dire, ah non, dans le salaire, je suis correct, je paye à peu près la même chose que mes compétiteurs. Publicité et promotion, oups, c'est le double de chez mes concurrents. Peut-être que j'en mets un peu trop, mais je suis laissé avoir par le vendeur de publicité. Ça me permet de vérifier, si vous voulez, une par une, les dépenses qui pourraient être responsables d'un mauvais ratio. Dans ce cas-ci, je ne l'ai pas fait. Mais on continue de descendre et ce qui est important quand même de vérifier des frais financiers. Donc, la prochaine étape qu'on va faire, c'est on va calculer dans nos ratios de profitabilité les frais financiers par rapport aux ventes. On veut savoir dans quelle mesure, cette fois-ci, nos frais de financement sont importants par rapport au chiffre d'affaires. Donc, on va faire le ratio des frais financiers, je l'appelle comment? Frais financiers sur vente, donc FFSV, frais financiers sur vente. Il se calcule, frais financiers, comme son nom l'indique, sur vente. Et si je regarde ça ici, les frais financiers sont 239 447, les ventes 7 539 675 pour un ratio de 3,18 Donc, ça veut dire que mes frais d'intérêt représentent, grosso modo, là, 3 de mon chiffre d'affaires. Je vous annonce à l'avance que dans le cas de cette entreprise-là, là, c'est vraiment un problème, ça. C'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup par rapport aux compétiteurs, entre autres. Donc, 3,18 représente les frais financiers. L'impôt, ben ça, écoutez, là, ça dépend des chiffres d'affaires des entreprises. Ça, on ne calcule pas de ratio sur l'impôt, OK? Indirectement, on le calcule en calculant le bénéfice net, on peut le savoir, par simple déduction, mais on ne calcule pas de ratio sur impôt sur vente, là, on ne fait pas ça. Ça n'a aucun rapport. Donc, on a fait un peu le tour de l'état des résultats. Il ne reste plus qu'un ratio à calculer pour mettre les résultats en relation avec le bilan. Et on va calculer le ratio qui s'appelle rendement sur l'avoir, RSA, et qui se calcule de la façon suivante. Le bénéfice net sur l'avoir des actionnaires ordinaires. Alors, dans ce cas-ci, le bénéfice net, c'est 68 763 sur l'avoir des actionnaires ordinaires. Donc, on prend action ordinaire 462 500. Et on va également ajouter les bénéfices non répartis. Comme on l'a vu il y a 2 semaines, c'est de l'argent qui appartient aux actionnaires, mais qu'ils ont accepté de réinvestir dans l'entreprise plutôt que de les toucher en dividendes. Alors, c'est du capital action ordinaire, on l'ajoute dans le calcul du ratio, et on obtient un ratio de rendement sur l'avoir de 10,3 10,13 Et ça sert à mesurer, dans le fond, la rentabilité de la mise de fonds des actionnaires ordinaires, ou, si vous voulez, l'enrichissement exprimé en pourcentage, l'enrichissement comptable que les actionnaires ont réalisé cette année-là dans l'entreprise, par rapport à leur mise de fonds, à leur investissement initial. Une fois, ça, il va falloir vérifier auprès des compétiteurs là, pour voir ce qui se passe avec l'entreprise en question. Et une fois qu'on a fait ça, ce ratio-là, on le voit bien, il nous a mis en relation les résultats avec le bilan. Donc, on a fait le tour du jardin. Et pour les ratios de profitabilité, ça s'arrête là. Et on va passer au ratio de productivité maintenant.
De façon générale, tous ces ratios-là qu'on va voir servent à calculer ou à vérifier dans quelle mesure les actifs que possède l'entreprise ont été générateurs de ventes. En quelle mesure on a su les exploiter au maximum pour en soutirer les ventes. Et on va regarder, là, si vous voulez, si je mets, dans le fond, en parallèle les deux états financiers, ça, c'est les résultats. Ça, ici, c'est le bilan de l'entreprise. Là. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, on a passé notre stéthoscope sur la position à court terme de l'entreprise, actif-passif, en calculant les ratios de fonds de roulement. On a regardé tous les aspects des résultats, tous les niveaux de l'état des résultats, au niveau du coût de fabrication, de l'exploitation, du financement, et finalement du net. Maintenant, on va calculer des ratios qui vont toucher, notre stéthoscope va être passé sur les actifs de l'entreprise à long terme et certains actifs importants à court terme, on va revenir sur le bilan du côté gauche et le mettre en relation avec l'état des résultats. Donc, on va regarder dans quelle mesure ces actifs-là vont générer des ventes dans nos résultats. Le premier qu'on va voir, c'est le ratio de rotation de l'actif total. Il se calcule de la façon suivante, vente sur l'actif total. Alors, si je fais ça, c'est 7 539 675 sur l'actif total qui est de 3 039 921 et j'obtiens un ratio de 2,48. Dans les revues spécialisées, là, où on calcule à l'avance les ratios de différents secteurs d'activité, généralement, on va les indiquer comme ça, 2,48x pour fois, là, et on va dire, l'actif tourne 2,48 fois dans les ventes. Je n'aime pas du tout cette interprétation-là, c'est difficile à comprendre. Alors, au lieu d'un X, nous, là, on va marquer $, et on va l'interpréter de la façon suivante. Pour chaque dollar que j'investis dans l'actif, je soutire 2,48 de vente. Et ça, c'est une mesure de productivité plus facile à comprendre. À chaque fois que j'investis une pièce dans mon actif, dans l'entreprise, je soutire 2,48 de vente. Et quand je me comparerais à mes concurrents qui sont peut-être à 4 piastres, là, je pourrais dire, le concurrent qui fait la même chose que moi, pour une pièce investie dans l'actif, lui, il fait 4 piastres de vente. Pas mal mieux que moi. Hein? Pas mal plus productif, pas mal plus efficace. On verra tantôt. Donc, dans ce cas-ci, 2,48 pour la rotation de l'actif total. Remarque importante pour tous les ratios de rotation, que ce soit de l'actif total ou des autres actifs. Vous savez que le bilan est toujours établi à une date précise à la fin d'un exercice financier, que cet exercice financier-là soit mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Et que le bilan, notamment, n'est que le reflet de l'état de l'actif à cette date-là uniquement. Et en aucun cas, il reflète ce que peut être l'état des actifs avant, pas plus que ce qu'ils seront après. Hein? On vous a toujours dit, et avec raison, que le bilan, c'est une photo, c'est un instantané. Alors, on regarde l'actif le 31 décembre, plouc, et ce qui est sur la photo, c'est ce qu'on a vu là. Juste 2 secondes avant, puis 2 secondes après, c'était plus le cas. Okay? Quand on calcule ce ratio-là, on calcule la rotation de l'actif total, on veut savoir d'une certaine façon un indicateur de pendant l'année, dans quelle mesure on a généré des ventes à partir de notre actif. Il peut arriver, et ça arrive très souvent, que le niveau d'actifs qui est inscrit au bilan à la fin de l'année n'est pas du tout représentatif du niveau des actifs qu'on observerait normalement toute l'année. Je vous donne un titre d'exemple, par exemple, une compagnie qui, pendant 11 mois et 3 semaines, dans une année, dans un exercice financier, opère avec 1 500 000 $ de niveau d'actifs et qu'à la dernière semaine, ou les 2 dernières semaines, va acquérir d'importants actifs, que ce soit pour des raisons fiscales ou des raisons autres, va faire une importante acquisition d'actifs en fin d'exercice financier pour pouvoir amorcer l'année d'après parce qu'elle a un projet d'expansion, etc. Alors, il est clair que quand la photo va être prise, là, il y aura peut-être 4 millions d'actifs, OK? Mais ce n'était pas 4 millions toute l'année qu'il y a eu. En fait, pendant 11 mois et 3 semaines, il y a eu 1 500 000. Quand on va calculer notre ratio, là, il faut l'enlever, ce montant-là. Là. Le montant qui est arrivé à la dernière minute, les acquisitions de dernière minute, il faut les retrancher parce que sinon, on va avoir un mauvais ratio. On va dire on a eu une mauvaise rotation de l'actif, alors que ce n'est pas vrai. Toute l'année, on n'avait qu'1 500 000 actifs et les ventes qu'on a générées étaient à partir de ces actifs-là, pas à partir des nouveaux actifs qu'on a achetés. Donc, il est correct et même essentiel, lorsqu'on fait une analyse par ratio, de vérifier si le niveau de l'actif qu'on utilise dans le calcul du ratio est représentatif de ce que c'était normalement en cours d'année. Si ce n'est pas le cas, il faut appliquer un correctif intelligent. Si on peut le faire
par exemple, dans le cas que j'ai mentionné tantôt, on a acheté quelque chose en dernière partie d'année, on va retrancher carrément le montant puisqu'elle a eu une semaine, ce montant-là. Dans d'autres cas, il y aura eu des acquisitions progressives, alors on fera une espèce de moyenne pondérée, quelque chose du genre. On prendra les inventaires à la fin de chaque mois, puis on divisera par 12, par exemple. Et on pourra faire ça. Ou accorder un poids, dire le premier trimestre, il va compter pour 80 de nos actifs, puis le reste 20 etc. Mais il faut le faire de façon intelligente et calculer le ratio avec des chiffres corrigés. Il faudra tout le temps penser que le ratio doit être représentatif de ce que ça a été dans l'année. Sinon, on fait une erreur, notre analyse par ratio ne donne rien. Okay? Donc ici, on fait l'hypothèse que l'actif total était représentatif, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ensuite, on va continuer à descendre. Donc là, on vient de regarder l'actif total. Donc pour l'ensemble de l'actif, c'est quoi la rotation? Maintenant, on va regarder deux actifs à court terme importants, les stocks et les comptes à recevoir. Dans quelle mesure, eux, génèrent-ils des ventes? Et le premier qu'on va voir, c'est le ratio de rotation des stocks, donc RDS. Non pas le réseau des sports, mais le ratio des rotations des stocks. Et il se calcule dans la pratique de la façon suivante. Vente sur les stocks. Et c'est comme ça qu'on le calcule, par exemple, dans les revues auxquelles vous vous abonnerez éventuellement ou sur l'Internet même, on calcule le ratio de rotation des stocks de cette façon-là. Et ça va donner un certain nombre de fois. Disons que ça donne, mettons, 4 fois. Mais ça aussi, c'est dur à interpréter, au même titre que c'était dur d'interpréter 2,48 fois. Alors, ce qu'on fait maintenant, de plus en plus, c'est qu'on va se dire, si les stocks tournent 4 fois dans l'année, puis qu'il y a 365 jours dans l'année, 365 jours divisé par 4, ça va me donner le nombre de jours en moyenne que mes stocks restent invendus dans les étagères. Et ça, c'est un ratio qui est beaucoup plus intéressant à connaître. Donc, on prend 365, on divise par le ratio qu'on aurait normalement calculé, qui donne un nombre de fois, et ça va déboucher en un nombre de jours. Donc ici, c'est pas 4, là, qu'il faut enlever ça dans le cas présent. Là. Vente sur les stocks, c'est 739,675, divisé par 1, 227,660. Ça va être ce qui est entre parenthèses ici. La réponse, on va la mettre de côté. On va prendre 365 qu'on va diviser par ça. Et ça va me donner 59,4 jours. 59,4 jours, c'est le nombre de jours en moyenne que mes stocks sont là, improductifs. Hein? Des stocks qu'on ne vend pas, qui sont dans les étagères pendant 59 jours, c'est des stocks qu'on doit supporter et qui coûtent très cher. Donc, 59 jours qu'il y a de l'argent qui dort, comme ça, dans mes stocks. On verra si c'est bon ou pas bon tantôt, mais ça augure pas bien. Hein? Et comme je disais, si vous avez un ratio de rotation de stock, n'ayez crainte, puis qui donne 59 jours, si vous vendez du poisson, vous n'avez pas besoin de regarder les concurrents. Si ça prend 59 jours de sortir vos poissons des stocks, ça va mal en crise. C'est clair, là. Hein? Ou des fruits frais, là. Par contre, si vous vendez des moteurs d'avion, c'est quand même pas si mal. Au départ, sans même vérifier auprès de la concurrence, des fois, ça peut nous dire quelque chose un nombre de jours, dépendant de ce qu'on vend. Voilà pour le ratio de rotation des stocks. Encore une fois, ici, la même remarque que pour les actifs totaux. Si au moment où la photo est prise là, du bilan, là, les stocks ne sont pas représentatifs de ce qu'ils étaient en cours d'année, il ne faut pas prendre ça. Il faut prendre un chiffre corrigé. Un autre exemple, une entreprise qui fabrique des skis. Okay? Tout au long de l'année, jusqu'au mois de décembre, ils sont en production puis ils montent le stock. Il vient au maximum à peu près au mois de novembre, hein, fin octobre, début novembre. Et puis après ça, ils se mettent à écouler le temps des fêtes. Les gens commencent à acheter des cadeaux. Les gens, les stations de ski vont ouvrir. Et là, abruptement, en fin d'exercice, si votre exercice financier se termine le 31 décembre, quand la photo est prise, il n'y en a plus de ski dans les étagères. Alors, vous allez calculer votre ratio de rotation des stocks, puis il va être excellent, parce que vous n'avez plus de stock dans vos étagères, vous avez tout vendu vos stocks, mais pendant 11 mois, vos stocks étaient au maximum. C'était pas ça pantoute, là, la réalité. Alors, vous allez devoir prendre une espèce de stock moyen que vous aviez en cours d'année pour calculer la rotation des stocks, pour avoir quelque chose qui veut dire quelque chose. Sinon, le ratio ne veut rien dire. Arriver et dire que la rotation des stocks, à la fin, il n'y en a plus quand vous avez terminé vos livres, ce n'est pas une très, très bonne façon de faire une analyse. Okay? Quand, pendant 11 mois, vous avez eu des stocks improductifs qui n'ont pas été vendus une seule fois. Le prochain ratio qu'on va mesurer, c'est le délai de recouvrement des créances ou des comptes à recevoir. La façon de calculer ressemble beaucoup à rotation des stocks. On va prendre 365 puis on va diviser par le ratio tel qu'il est calculé dans la pratique, vente sur les comptes à recevoir ou sur les débiteurs ou peu importe comment ils les appellent.
Donc ça ici, ça va me donner un certain nombre de fois. 365 divisé par le nombre de fois va me donner le nombre de jours en moyenne que ça prend pour collecter les factures de mes clients, que mes clients me doivent. Donc, si je regarde ici, vente, c'est 7 539 675. Sur les comptes à recevoir qui sont de 795 500, ça va me donner un chiffre quelconque. 365 divisé par ce chiffre-là, ça va me donner 38,5 jours. 38,5 jours, c'est le nombre de jours que ça prend en moyenne avant que mes clients me payent mes factures. Et encore une fois, il faut faire attention, ça dépend du secteur dans lequel on opère. Dans certains secteurs, ça peut être long, dans d'autres secteurs, plutôt court. Et on verra d'ailleurs dans ce cas-ci que chez les concurrents, c'est 60 jours le mode de paiement, alors que là, c'est 30 jours, à peine 39 jours. C'est pas nécessairement bon. Cependant, encore une fois, la compétition fait loi. La qualité d'un ratio dépend des compétiteurs et pas nécessairement de la valeur comme telle du ratio. Donc, 38,5 jours, on l'interprétera tout à l'heure. Idéalement, OK? Idéalement, même si en pratique, on le calcule toujours comme ça, idéalement, sur papier, ou si vous êtes à l'interne de l'entreprise, vous êtes en mesure de le faire, les comptes à recevoir, ils ne découlent pas de toutes les ventes, ils découlent des ventes à crédit seulement. Pour calculer le vrai ratio, et ça, il n'y a qu'à l'interne qu'on peut le savoir, on devrait prendre uniquement les ventes à crédit, et non pas les ventes totales. Alors, je vous fais la remarque, à l'examen, probablement, vous aurez à calculer vente totale, parce que dans la pratique, on fait ça aussi. Mais si jamais vous faites une vraie analyse par ratio dans une entreprise pour laquelle vous avez toute l'information interne, prenez les ventes à crédit pour avoir un ratio qui est plus significatif, pomme avec pomme. Hein? Vente à crédit, compte à recevoir qui découle de ce crédit-là. Et non pas vente totale, où il y a peut-être 80% des ventes qui n'ont pas occasionné de crédit. Puis c'est pas correct comme chiffre. C'est vente totale. Si je veux que vous le calculiez autrement, je vous le dirai. Fait que ça va être réglé comme ça. Alors voilà pour le ratio de rotation des comptes clients. Donc on a vu nos deux actifs à court terme. Maintenant, on va y aller du côté de la rotation des immobilisations. Donc des actifs à long terme essentiellement. On a vu tous les actifs, deux actifs importants à court terme. L'actif le plus important dans les actifs à long terme, les immobilisations. Donc la rotation des immobilisations nettes, qui se calcule de la façon suivante. Vente sur immobilisation nette. Net, en ce sens que c'est les immobilisations brutes moins l'amortissement accumulé. Il faut prendre le chiffre net. Alors, vente, c'est 7 539 675. Les immobilisations nettes sont inscrites comme telles au bilan, comme 980 500. Et si je fais le calcul des deux, ça va me donner 7,69. Et plutôt que d'indiquer X, comme on l'indique en pratique, nous, on va l'interpréter comme étant des dollars. Et on va se dire qu'à chaque fois que j'investis $1 dans l'actif immobilisé, j'en soutire 7,69 de vente. L'immobilisation nette, c'est immo brut moins l'amortissement accumulé. Parce que dans certains états financiers, on fait les deux en détail. Donc 7,69 et on verra tout à l'heure si c'est bon, si c'est pas bon. Encore une fois, la même remarque. Et surtout dans le domaine des immobilisations, c'est encore plus fréquent. Les bâtiments, entre autres, il y a beaucoup d'entreprises là, dont le niveau de bâtiment change passablement au niveau d'une année donnée. Au début, on commence avec un certain bâtiment, puis on en fait construire en cours de route, puis à la fin de l'année, quand on reprend la photo, il y a 2 ou 3 bâtiments, alors qu'on ne les a pas eu toute l'année. Là. Il faudra faire attention au niveau des immobilisations là, pour voir s'il y a eu des investissements ou des liquidations d'immeubles aussi, parce que le cas inverse arrive aussi. On se départit souvent, surtout lorsqu'il y a, par exemple, des périodes de récession, d'immeubles ou de parties d'immeubles dont on n'a plus besoin parce que le chiffre d'affaires ne le justifie plus. Là. Alors, il faudra essayer de calculer une espèce de chiffre représentatif au dénominateur. Voilà pour la rotation des immobilisations nettes. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien là, on a passé notre stéthoscope ici. Et ma foi, quand je regarde ce qu'il nous reste à faire, eh bien, on a regardé tout l'état des résultats, on a regardé à peu près tout le bilan. Il n'y a que le côté du passif à long terme, là, ici, dette et avoir, qu'on n'a pas vraiment regardé, l'endettement et tout ça. Alors, on va calculer les ratios d'endettement et on va s'apercevoir après ça que notre stéthoscope, on l'a passé partout et qu'on a amplement d'indicateurs pour passer un diagnostic. Alors, les ratios d'endettement. Donc, le premier, c'est le ratio de dette, endettement total, comment je l'appelle? Ratio d'endettement total, donc RET.
Alors, lui, c'est dette à court terme plus dette à long terme. Sur, c'est-tu passif plus avoir ou actif total que j'ai marqué total de l'actif? De toute façon, ça reviendra au même, là. C'est parce que je veux respecter ce qui est écrit sur la feuille. Mais si je marquais passif plus avoir, ça serait correct aussi, puisque c'est rigoureusement égal au total de l'actif. Donc, dans ce cas-ci, dette à court terme plus dette à long terme, donc c'est 632 700 pour la dette bancaire, 765 672 pour les comptes fournisseurs, qui sont des créanciers, dette à long terme 962 463, et j'arrête là, divisé par le total de l'actif 3039 920, et j'aurai un ratio de 77,66 %. Selon vous, le ratio de l'avoir, je ne le calcule pas, là, mais le ratio de l'avoir sur le total de l'actif, j'ai-tu besoin de le calculer, là? Si l'actif est financé dans une proportion, grosso modo, de 78 par dette, on peut-tu s'entendre pour dire que 22 est financé par l'avoir? 22,34 là, c'est financé par l'avoir. Je ne le calcule pas, mais dans le rapport, quand on fera l'analyse puis qu'on l'écrira, on pourra facilement dire, par simple déduction, on comprendra que les actionnaires ne possèdent 22 de leurs actifs. Mais je ne le calcule pas, je voulais juste quand même vous en faire mention. L'autre ratio qu'on calcule, c'est à des fins d'analyse. Pour tout à l'heure, on n'aurait pas vraiment besoin de le calculer. C'est le ratio, parce qu'il est plutôt redondant avec ce ratio-là, mais quand même, je l'indique parce que j'en ai besoin pour une analyse technique simplement. Ratio du levier financier, il se calcule de la façon suivante. Actif total sur l'avoir des actionnaires ordinaire. Alors, l'actif total, 3 039 920. Sur l'avoir des actionnaires, donc action ordinaire 462 500 plus les BNR 216 485 pour un ratio de 4,48 fois. Et on va le garder comme étant fois cette fois-ci, là, X ou fois, là. Parce qu'on en aura besoin comme mesure d'effet de levier. C'est un multiplicateur, on verra pourquoi tantôt. Mais c'est en même temps une mesure du niveau d'endettement. Regardez-le comme il faut, ce ratio-là, là, puis vous allez voir que c'est exactement l'inverse du ratio que j'ai calculé tantôt, qui s'appelait avoir sur l'actif. Sauf que je le calcule de façon inverse, je calcule actif sur avoir. Ça me donne 4,48 fois. Si vous faites 1 sur 4,48, ça va vous donner 22 ça va vous donner le ratio des actifs qui sont financés par l'avoir. Je le calcule de cette façon-là uniquement, encore une fois, je le répète, à des fins pratiques, pour les fins de l'analyse avec le système Dupont que je vais utiliser tantôt. Et il faut comprendre que ce ratio-là, plus il va être grand, ça va signifier qu'il y a une augmentation de l'endettement. Plus le ratio de RLF est élevé, plus la dette est élevée. Ça veut dire que plus il est élevé, plus l'actif est important par rapport à l'avoir. Donc, ça veut dire que la dette prend de plus en plus de place. C'est ça que ça veut dire. Bien vu? Ça va? Et on arrête là pour les ratios d'endettement. On a tout ce qu'il nous faut, là. Hein? Tout ce qu'il nous faut. Et là, on a notre stéthoscope. On a réglé le cas. On a vu tout partout qu'est-ce qui se passait. Alors, on passe à l'étape analyse. Alors, maintenant que nous avons terminé le calcul de nos ratios, en fait de nos 12 ratios, on doit passer à l'étape interprétation. Alors, essentiellement, ce qu'on fait en pratique, on fait un tableau récapitulatif, exactement comme celui que vous voyez sur cette page-ci, où on met listé l'ensemble des ratios qu'on a calculés, et en parallèle, on montre les ratios de l'entreprise avec ceux de l'industrie, ce qui va nous permettre de nous comparer. Malgré le fait que ce tableau-là, comme on le voit, n'est pas très volumineux, interpréter les résultats pour notre entreprise devient quand même assez difficile et assez hasardeux. En fait, lorsqu'on regarde un pareil tableau, on serait porté à penser ou à agir de la sorte. C'est notre cerveau qui nous poussera à le faire intuitivement, c'est-à-dire le prendre à partir de la première ligne et dire, par exemple, pour l'entreprise en question, le ratio de fonds de roulement est à 1,47, comparativement à 1,75 fois pour l'industrie. C'est donc un petit peu plus faible ou un petit peu meilleur. Et là, on commencerait ce ratio-là pendant un paragraphe, 2 paragraphes ou 4 paragraphes, c'est selon. Et on ferait la même chose pour le suivant et ainsi de suite, de telle sorte qu'on finirait avec un rapport d'analyse qui serait, ma foi, volumineux et qui ne serait rien d'autre qu'une énumération, qu'une lecture, si vous voulez,
des ratios qui sont là, dans l'ordre, et en bout de piste, lorsqu'on aurait fini de lire notre rapport qui comporterait peut-être 15, 20, 30, 40 pages, dépendant de la façon dont vous écrivez, eh bien, ce serait extrêmement difficile à interpréter et l'entreprise qui recevrait un tel rapport saurait plus ou moins comment se diriger à partir des conclusions qui sont tirées dans le rapport d'analyse. Alors, face à un tableau comme ça, qui est malgré tout pas si gros que ça, parce qu'en pratique, il y aurait probablement 2, 3 et quelquefois même 5 années de ratio pour l'entreprise et la même chose pour l'industrie, et donc le tableau deviendra absolument gigantesque, ce qui fait que ça devient extrêmement difficile à interpréter et aussi à commenter. Alors, c'est pour ça qu'il s'est développé un système d'analyse, un système de traitement de données, si vous voulez, qui nous permette de tirer des conclusions à partir d'une espèce de jungle de données, parce qu'un tableau qui dépasse 4 par 4, on peut bien appeler ça une jungle de données à peu près impossible à interpréter de façon cohérente juste en le regardant. Alors, nous allons maintenant regarder le système Dupont. Dans un premier temps, on va regarder au niveau théorique quelle est la philosophie qui sous-tend le système Dupont. Et ensuite, on va y mettre un petit peu de viande alentour des os et on va regarder comment on peut l'utiliser dans la pratique. Alors, passons à la prochaine diapositive. Le système Dupont, vous le voyez maintenant ici, et le système Dupont que vous voyez, on l'appelle le système Dupont de premier niveau. Et voici à peu près comment il fonctionne. D'abord, on s'est dit que lorsqu'on veut analyser une entreprise, comme lorsqu'on veut analyser la performance d'un individu, d'ailleurs, que ce soit économique ou autre, on doit toujours regarder ça du point de vue de l'atteinte de l'objectif qui avait été fixé au départ. Alors, pour une entreprise qui gère dans un système économique où on veut faire de l'argent, l'objectif, on l'a vu au tout premier chapitre, c'est la maximisation de la richesse des actionnaires, c'est-à-dire la maximisation de la valeur marchande de l'entreprise. Plus les actions valent cher, plus les actionnaires s'enrichissent. Donc, c'est la même chose pour une entreprise et pour le système Dupont. On s'est dit, avant de commencer à calculer puis d'interpréter, regardons si l'entreprise a atteint son objectif. Maintenant, quels sont les moyens ou les chemins qu'une entreprise peut utiliser pour se rendre vers ce paradis-là, qui est la maximisation de la richesse des actionnaires? Essentiellement, on en a découvert 3. Le premier moyen ou le premier chemin que l'entreprise peut utiliser pour se rendre vers le ciel, c'est la maximisation de la profitabilité. Plus une entreprise va avoir des ventes élevées et plus ses dépenses seront faibles, donc plus on maximisera les ventes et plus on minimisera les dépenses, plus on sera profitable et donc, si on est plus profitable, on risque bien de maximiser la richesse des actionnaires. Le deuxième chemin qu'on peut emprunter pour maximiser la richesse des actionnaires, c'est la productivité et il faut chercher à maximiser la profitabilité. Donc, on va maximiser la profitabilité lorsque pour un maximum, c'est-à-dire, je m'excuse, on va maximiser la productivité lorsque pour un minimum d'actifs, on va générer un maximum de ventes. Alors, si à la limite, une entreprise ne possédait pas d'actifs et générait beaucoup de ventes, ce serait vraiment le maximum de productivité qu'on puisse avoir. Bon, on sait qu'en pratique, ça prend toujours des actifs. Alors, on va essayer d'en avoir un minimum pour générer un maximum de ventes. Et finalement, le troisième chemin qu'on peut utiliser, c'est celui du levier financier, donc l'effet de levier, qui est un effet multiplicateur, c'est-à-dire l'endettement. Et cette fois-ci, on ne va pas parler de maximiser l'usage de la dette ou du levier financier, mais on va plutôt parler d'optimiser l'usage du levier financier, parce que maximiser le levier financier, ça voudrait dire, ultimement, de s'endetter à 100%, et s'endetter à 100%, d'abord, c'est presque infaisable en pratique, parce qu'il n'y a pas une institution financière qui va vouloir vous prêter 100% d'un actif, qui va vous générer des revenus, sans qu'elle ait une part des profits. Alors, et d'autre part aussi, s'endetter à 100%, c'est vraiment se mettre en très grand péril financier, puisque la moindre augmentation des taux d'intérêt pourrait faire en sorte que l'entreprise ferait faillite. Alors, on va plutôt parler d'optimiser l'usage du levier financier. Et la façon d'optimiser, plutôt que de maximiser la dette, c'est de s'ajuster au meilleur de ses concurrents. Alors, si le meilleur de nos concurrents
réussi à être là, par exemple, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les affaires, et que c'est le meilleur de nos concurrents, c'est donc qu'il a atteint probablement un niveau d'endettement tel que c'est optimal. Alors, on va essayer de s'ajuster au meilleur et non pas au pire, et ce faisant, on va optimiser l'usage du levier financier et en même temps nous permettre de nous rendre vers le nirvana qui est la maximisation de la richesse des actionnaires. Voilà donc dans son essence, au niveau théorique, les fondements du système Dupont. Donc, comme on le voit, c'est plutôt logique comme raisonnement. On va regarder si l'entreprise est bonne ou mauvaise du point de vue financier en examinant si elle a atteint son objectif et si elle a pris les bons moyens. Donc, on va regarder si elle a utilisé le premier moyen qui est la maximisation de la profitabilité, si elle a utilisé correctement aussi le deuxième moyen ou le deuxième chemin qui est la maximisation de la productivité et finalement si elle a utilisé aussi le troisième moyen qui est à sa disposition, c'est-à-dire l'optimisation du levier financier. Ceci étant dit, il faut maintenant passer à l'étape, je dirais, il faut devenir pratique, il faut être en mesure d'utiliser ce système-là. On va essayer donc de mettre à l'intérieur de chacune de ces cases-là une façon de mesurer chacune des cases, ce qui va nous permettre de vérifier, par exemple, si l'objectif a été atteint, si on a pris le premier chemin correctement, le deuxième et le troisième. Alors, on va passer, si vous voulez, à la prochaine diapositive et, comme on va le voir, on va remplir chacune de ces cases-là à partir d'un ratio financier. Donc, allons-y avec la diapositive suivante. Donc, l'enrichissement, quel est parmi les 12 ratios qu'on a calculés, celui qui nous permet le mieux de mesurer le niveau d'enrichissement de l'entreprise? Eh bien, c'est le ratio RSA, c'est-à-dire le rendement sur l'avoir des actionnaires, et il se calcule bénéfice net sur l'avoir des actionnaires. C'est un pourcentage, c'est un taux de rendement, et plus ce taux-là de rendement est élevé, évidemment, plus on a des chances de s'être enrichi. Ayez toujours à l'esprit que la mesure ici est une mesure comptable avec toutes les réserves qu'il faut avoir face aux mesures comptables d'un enrichissement qui, lui, devrait être un enrichissement économique réel. Mais le meilleur approximatif qu'on peut avoir à partir des états financiers de ce niveau d'enrichissement-là, c'est très certainement le ratio du rendement sur l'avoir. Le ratio qui sert le mieux parmi les 12 que nous avons calculés à mesurer le niveau de profitabilité de l'entreprise, c'est le ratio de MN, c'est-à-dire la marge nette qui se calcule bénéfice net sur les ventes. C'est également un pourcentage et plus le pourcentage est élevé, évidemment, plus on est profitable. On est profitable en ce sens que si, par exemple, on obtient un ratio de 2%, ça signifierait que pour chaque dollar de ventes qu'on a faites au cours de l'année en question, eh bien, une fois qu'on a eu payé toutes les dépenses d'exploitation ainsi que l'impôt, il reste à l'actionnaire ordinaire 2 cents. Alors, c'est mieux 2 cents qu'une cent. 2 cents, on peut dire aussi 2%. Donc, c'est mieux 2% qu'1%. Et plus ce ratio-là est élevé, évidemment, plus on est profitable. Et plus on est profitable, eh bien, plus on va approcher ou se rapprocher de l'enrichissement. Parmi les ratios qu'on a calculés, celui qui sert le mieux à mesurer la productivité, c'est le RAT, c'est-à-dire rotation de l'actif total, qui se calcule vente sur actif total. Évidemment, plus ce ratio-là est élevé, plus vous êtes productif. Par exemple, si vous obtenez un ratio de 2, cela voudrait dire que pour chaque montant de 1 $ investi dans l'actif, vous générez 2 $ de vente. Alors, c'est moins bon 2 $ de vente, par exemple, que 3 $ de vente. Si vous aviez 3 comme ratio plutôt que 2, vous seriez plus productif et donc à ce moment-là, vous seriez plus près de l'enrichissement. Et finalement, le dernier ratio, celui qui sert le mieux à mesurer le niveau du levier financier, c'est le RLF, c'est-à-dire le ratio du levier financier, qui se calcule actif total sur l'avoir des actionnaires. Et la réponse qu'on obtient est un multiplicateur. Et évidemment, comme c'est un multiplicateur, plus c'est grand, plus on aura en haut une réponse élevée. Alors voilà pour les ratios qui mesurent chacune des cases qu'on a vues préalablement lors de l'explication des fondements théoriques du système Dupont. On avait vu à ce moment-là que la relation entre les trois chemins et l'objectif était une relation logique, mais lorsqu'on y regarde de plus près,
et c'est la beauté du système Dupont, c'est que la relation n'est pas seulement que logique, mais elle est également rigoureusement mathématique. C'est-à-dire que si vous prenez ce ratio-ci multiplié par ce ratio-ci et par celui-ci, donc les trois ratios multipliés ensemble, vous aurez très exactement comme résultat le ratio RSA, c'est-à-dire bénéfice net sur l'avoir des actionnaires. Alors regardons-y de plus près, là. Si on regarde ce ratio-ci et qu'on le multiplie par celui-là, vente et vente vont s'annuler, vont se simplifier. Ensuite de ça, actif total et actif total vont se simplifier également, de telle sorte que, une fois qu'on aura multiplié les trois, en fait, marge nette multipliée par RAT multipliée par RLF, ça va nous donner bénéfice net sur l'avoir des actionnaires, c'est-à-dire exactement le montant qu'on obtiendra ici du RSA, c'est-à-dire bénéfice net sur l'avoir des actionnaires. Pourquoi c'est beau, me direz-vous? Eh bien, c'est beau parce que on va pouvoir, à partir de maintenant, déterminer l'impact direct mathématique qu'il y aura, par exemple, si, par exemple, une entreprise améliorait de 1% sa profitabilité, on va pouvoir mesurer quel est l'impact direct mathématique sur l'enrichissement des actionnaires. Quel sera l'impact, par exemple, d'une augmentation de la productivité sur l'enrichissement? Et dans un rapport d'analyse, lorsqu'on peut chiffrer, on peut bien dire des choses, mais lorsqu'on peut les chiffrer et dire, par exemple, que si le ratio RAT passait de 2 à 3, donc s'il y avait une amélioration du ratio RAT, eh bien, l'enrichissement, le nouvel enrichissement sera égal à la profitabilité multipliée par le nouveau ratio, multiplié par ce ratio-ci, et on sera en mesure de connaître le nouveau RSA suite à l'augmentation de la productivité. Ça se dit bien dans un rapport, et en plus, ça se comprend surtout bien par les gens qui lisent ce rapport. Alors voilà donc l'essentiel du système Dupont, avec cette fois-ci, le système Dupont du premier niveau, avec cette fois-ci des ratios à l'intérieur pour le compléter et le rendre opérationnel. Maintenant qu'on a nos ratios, on va aller regarder pour chacune des cases, pour l'entreprise qu'on vient d'analyser, on va calculer les ratios et mettre les chiffres à l'intérieur des cases. C'est la prochaine diapositive. Alors, on regarde ça. Et on regarde le système Dupont pour Casabec en 2006. Alors, le rendement sur l'avoir pour Casabec a été de 10,13. Et ça, vous pouvez aller les chercher, ces ratios-là, à partir du tableau qu'on a calculé préalablement ici, et que vous aurez dans n'importe quel rapport d'analyse préalablement calculé. Donc, à partir de ce tableau-là, on va aller incorporer dans le système Dupont nos chiffres. Donc, Casabec, RSA est égal à 10,13, alors que l'industrie, c'est de 25,25 %. Ensuite de ça, au niveau de la marge nette, 0,91% pour Casabec, c'est-à-dire même pas 1% de marge nette, comparé à 3,06% pour l'industrie. La rotation de l'actif total, 2,48. Alors ici, il ne faut pas voir pourcent, mais dollars. Donc, chez Casabec, on génère 2,48 $ de vente pour chaque dollar investi dans l'actif, alors que dans l'industrie, c'est 2,75 $ de vente qu'on génère pour chaque dollar investi dans l'actif en moyenne. Encore une fois, donc je répète ici, là, il y a une petite erreur, c'est pas pourcent, mais c'est dollars. Et finalement, le ratio du levier financier, c'est 4,48 fois l'effet multiplicateur chez Casabec, comparativement à 3 fois dans l'industrie. Donc ici, le ratio de RLF nous indique que Casabec est nettement plus endetté que l'industrie en moyenne. Évidemment, ça aura un impact positif puisque c'est un effet multiplicateur sur le rendement, mais en même temps, qui dit rendement élevé dit risque élevé, et c'est exactement ce qui arrive. L'entreprise, on verra, est plus risquée que l'ensemble de l'industrie au niveau de l'endettement. Une fois qu'on a entré ces chiffres-là, on s'aperçoit qu'on peut tirer déjà à partir de 4 ratios uniquement. Et pour calculer ces 4 ratios-là, si on revient, si vous voulez, à la diapositive précédente, on a eu besoin de combien de chiffres différents quand on y regarde comme il faut? Le bénéfice net, c'est un chiffre dont on a besoin. Les ventes, un deuxième chiffre. On a ici les ventes déjà, donc on ne le compte pas. L'actif total, on ne l'avait pas encore considéré, donc c'est un troisième chiffre. L'actif total, on l'a encore, donc on ne peut pas le reprendre. Et finalement, l'avoir des actionnaires, qui est un quatrième chiffre. Donc, à partir de 4 chiffres seulement, je pourrais être, par exemple, au bout du téléphone avec quelqu'un
qui voudrait avoir une idée de comment va Casabec, et je pourrais à la limite lui demander 4 petits chiffres: le bénéfice net de l'entreprise, le niveau de ses ventes, son actif total et l'avoir de ses actionnaires. Je pourrais ainsi compléter le tableau qui est là, et donc celui-ci, et à partir de ça, lui dire quelque chose d'intelligent sur l'entreprise Casabec. Dans ce cas-ci, je pourrais par exemple dire à la personne qui est au bout du fil, eh bien, Casabec n'a pas du tout atteint son objectif de maximiser la richesse de ses actionnaires, puisqu'elle elle fait seulement 10 de rendement sur l'avoir des actionnaires, alors que c'est 25 un peu plus même chez l'industrie en moyenne. Alors, on est nettement moins riche chez Casabec. Les actionnaires sont nettement moins riches que dans l'ensemble de l'industrie. Et ma foi, si on ne fait pas quelque chose, eh bien, ça se pourrait bien que les actionnaires de Casabec, qui, dans le fond, eux, ont l'opportunité d'aller investir ailleurs sur le marché, veuillent investir dans l'industrie et aller chercher le 25 donc quitter Casabec pour aller ailleurs dans l'industrie. Donc ici, on voit que l'objectif n'a pas été atteint et que c'est problématique dans le cas de Casabec. Maintenant, on peut aussi voir à quel niveau Casabec n'a pas été efficace. Est-ce que c'est au niveau de la profitabilité? Est-ce que c'est au niveau de la productivité ou au niveau du levier financier? Alors, lorsqu'on compare les marges ici, même pas 1% pour Casabec, 3%, alors c'est 3 fois moins profitable Casabec que l'industrie. Donc, c'est très faible au niveau de la profitabilité. Au niveau de la rotation d'actifs totale, c'est un peu plus faible qu'au niveau de l'industrie. Donc, on génère 2,48 $ de vente par dollar investi dans l'actif, comparativement à 2,75 $ chez l'industrie. Et au niveau de l'endettement, on l'a vu tout à l'heure, alors on est plus endetté et en même temps, donc, plus risqué. Donc, au global, on pourrait dire à quelqu'un qui est au bout du fil, écoutez, Casabec, selon les chiffres que j'ai, et selon les chiffres de l'industrie que j'ai entre les mains aussi, pour 2006, c'est une entreprise qui n'a pas atteint ses objectifs, mais alors là, pas du tout. Et pour les raisons suivantes, elle a été très, très faible au niveau de la profitabilité. Elle a été plutôt faible au niveau de la rotation de l'actif total, donc de la productivité. Et elle est très risquée, un usage trop intensif de l'endettement. Alors, ceci étant, c'est une première analyse, c'est pour ça qu'on appelle ça le système Dupont de premier niveau. On pourrait être tenté d'aller voir si on a plus de temps avec l'individu ou si on a plus de temps dans son bureau pour compléter l'analyse, à descendre dans chacune des branches ici et regarder parmi les ratios qui servent à mesurer la profitabilité à différents niveaux, où est-ce que Casabec a été très faible de façon très exacte, quel actif a été la cause d'une faible rotation, et d'une faible rotation, et aussi qu'est-ce qui a été la cause de l'usage intensif du levier financier. Est-ce que c'est la dette à court terme, la dette à long terme? Bref, on peut descendre dans chacun de ces chemins-là, de ces sentiers-là, et essayer d'identifier le point sensible, le problème. Alors, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine diapositive. Donc, on va calculer ce qu'on appelle le système du niveau 2. Donc, le premier niveau, c'est celui qu'on vient de voir. Et on va ajouter à chacune des branches les ratios. Et c'est là qu'on va utiliser les autres ratios qu'on a calculés dans notre tableau. Donc, dans la profitabilité, évidemment, il y a la marge net qui sert à mesurer au net qu'est-ce qui reste aux actionnaires, mais on a aussi la marge brute qui sert à mesurer, si vous voulez, la profitabilité au niveau de la production des produits. Le niveau des dépenses, est-ce que c'est des dépenses trop élevées qui ont fait en sorte que Casabec était moins rentable? Et ici, il y a des frais financiers qui vont faire partie de l'ensemble, qui sont une des dépenses, dans le fond, de l'entreprise Casabec. Donc, si je descends la profitabilité, donc la marge brute, je m'aperçois qu'elle est meilleure que dans l'industrie. Donc, c'est pas au niveau de la productivité. Il ne faut pas aller taper sur les gens qui travaillent sur la production et les rendre responsables de la faible performance de Casabec en 2006. Il faudra plutôt aller voir au niveau des dépenses d'exploitation. Ici, les dépenses d'exploitation représentent 11,76% des ventes dans Casabec, alors que c'est 10% chez l'industrie. Alors, c'est au niveau de ces dépenses-là qu'on a un problème. Et ce qu'on fait en pratique, on va calculer chacune des dépenses par rapport aux ventes pour voir laquelle ou lesquelles des dépenses sont trop élevées. Et dans ce cas-ci, on ne marque que le résultat. C'est clairement la dépense des frais financiers, c'est-à-dire les frais d'intérêt,
qui est de 3,18 par rapport aux ventes, comparativement à 1,42 dans l'industrie. Donc, on a une dépense de frais financiers qui est 3 fois plus élevée que les concurrents. Et ça, ici, c'est la cause nette, vraiment, de la faible profitabilité. Et si on diminuait l'endettement chez Casabec, ne serait-ce qu'au niveau de l'industrie, on irait chercher presque 2 de plus. Donc, on monterait, à toute fin pratique, à presque 3 de rentabilité. Et donc, on rattraperait l'industrie. Et si ici, on met 3 au lieu de 0,91, alors ici, notre niveau de rentabilité va devenir même supérieur à celui de l'industrie. Alors, la beauté du système Dupont, ça nous permet de voir, si je mettais ce ratio-là ici, par exemple, à 1,42 donc égal à celui de l'industrie, qu'est-ce qui arriverait à la marge nette et qu'est-ce qui arriverait directement sur le RSA. Donc, on a identifié le problème ici, c'est les frais financiers. Au niveau du RAT, on s'aperçoit que la rotation des stocks, c'est 59 jours versus 52 jours. Donc, 16 jours de stock en trop dans les inventaires, ça représente des dizaines, des fois des centaines de milliers de dollars pour l'entreprise d'argent improductif. Alors, on voit ici qu'il y a un petit problème, il faudrait diminuer le niveau des actifs. C'est la même chose pour le délai de recouvrement des créances. En fait, c'est 38 jours chez Casabec versus 60 jours dans l'industrie. C'est pas nécessairement bon en pratique et ça dénote clairement ici que l'entreprise manque d'argent, manque de liquidité et donc force un peu sur la collection, force les clients à payer plus rapidement que dans l'industrie. Et au niveau marketing, c'est pas très très bon, mais la raison pour laquelle on force, c'est qu'on veut aller chercher de l'argent pour pouvoir rembourser la dette qui est, ma foi, assez faramineuse chez Casabec. Finalement, il y a le RIN, donc la rotation des immobilisations nettes. Chez Casabec, on génère grosso modo 7,70 de vente pour chaque dollar investi dans l'actif immobilisé, comparativement à 10 dollars. Donc, on est moins productif. On a trop d'actifs immobilisés et on pourrait s'apercevoir dans ce cas-ci, par exemple, que c'est vraiment une surface d'entreposage qui était utilisée pour mettre des stocks dont on n'avait pas vraiment besoin, simplement pour profiter d'escomptes sur achat. Et en faisant ça, on rendait tout à fait inefficace ou improductif les immobilisations. Donc, il y a un problème là aussi. Donc, au niveau de la rotation d'actifs total, un problème au niveau des stocks, il y a trop de stocks. Puis, il y a aussi un problème au niveau des immobilisations. Finalement, au niveau du ratio du levier financier, le fonds de roulement 1,47 versus 1,75 fois. Donc, le fonds de roulement est plus faible ici et c'est normal qu'il soit un petit peu plus faible parce que on a trop de stock et aussi, donc, on a trop d'immobilisation. On n'a pas assez d'argent qui rentre là. Et donc, au niveau de l'industrie, là, c'est bien meilleur que chez Casabec. Il y a un problème au niveau du fonds de roulement. Donc, à court terme, le niveau d'endettement est problématique. Et si on regarde le RET, alors chez Casabec, c'est 77,6%. Alors, c'est le ratio d'endettement total, 77,66% chez Casabec versus 66% chez l'industrie. Donc, on est nettement plus endetté que l'industrie. Ça, c'est l'endettement dans son ensemble. Alors, ça contribue à nous faire comprendre que le levier financier est en trop grande utilisation et donc le niveau de risque de l'entreprise est aussi trop grand, malgré le fait que ça puisse avoir un impact positif sur le RSA. Donc, après avoir calculé l'ensemble du système Dupont, premier et deuxième niveau, on peut maintenant tirer vraiment nos conclusions et de façon très rapide, on peut calculer, écrire un rapport à peu près comme il est écrit ici. Donc, très faible profitabilité principalement due aux frais financiers élevés, faible productivité à cause de stock et d'immobilisation superflue, utilisation abusive de la dette entraînant du coup un haut risque de défaillance financière, et les solutions possibles, parce que dans un rapport d'analyse, l'individu qui le lit ne veut pas voir juste s'il y a des problèmes, il veut voir s'il y a moyen de les résoudre. Alors, on va lui proposer, dans ce cas-ci, de liquider les stocks et l'actif superflu et d'appliquer les fruits de cette liquidation sur la dette, c'est-à-dire, une fois qu'on va avoir vendu les stocks superflus et l'actif dont on n'a pas besoin, on va collecter de l'argent. L'argent qu'on va collecter, on ne va pas le redonner aux actionnaires pour qu'ils puissent aller s'acheter une Corvette. On va le prendre et on va le mettre sur la dette. En diminuant la dette, on va diminuer les frais d'intérêt, on va augmenter la profitabilité et du coup, on va s'enrichir. En diminuant les dettes aussi, on va améliorer le fonds de roulement. Donc,
en liquidant les actifs en trop et les immobilisations en trop, on va améliorer aussi la rotation de l'actif total, on va diminuer le risque. Et donc, au global, Casabec, on s'apercevra qu'elle pourrait devenir assez facilement, avec un peu d'effort, la meilleure entreprise de toute l'industrie, simplement en faisant une petite vente de liquidation et en appliquant tout ça sur la dette. Alors voilà pour le système Dupont et l'interprétation des ratios de Casabec. Et voilà, c'est tout pour l'analyse par ratio et le système Dupont. À la prochaine, merci.